Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous inviter à vous asseoir pour qu'on puisse commencer la soirée. Ouais, vous pouvez vous asseoir là, comme ça ce sera plus pratique. Bah on peut, ouais. Bah peut-être si vous voulez vous mettre, vous pouvez vous mettre là. Bonsoir, merci à toutes et tous d'être présents. On est vraiment ravis de pouvoir organiser cette soirée et de vous accueillir aussi à l'Académie du Climat. Merci à l'Académie du Climat également de nous accueillir dans cette super belle salle des fêtes. Donc je m'appelle Alexandra Verguet, je travaille au campus de la Transition en tant que chargée de mission à l'accompagnement des établissements. Et donc je vais, avant de laisser la place aux intervenantes et aux intervenants, juste brièvement vous présenter le déroulé de la soirée et puis rappeler aussi finalement l'intention qui était la nôtre et la raison pour laquelle on a souhaité organiser ce petit événement, cette soirée, ce retour d'expérience, puisque ça fait maintenant 3 ans que le campus de la Transition est partenaire de CY Cergy Paris Université, donc CYU, pour faire évoluer son offre de formation, tant sur le plan académique que sur le plan pédagogique, au regard des enjeux de transition écologique et sociale, pour y intégrer davantage ces enjeux. Et au terme de ces 3 années de partenariat, du coup, il nous a semblé intéressant de faire un premier partage d'expérience, une première restitution sur la manière dont le campus de la Transition et l'université ont travaillé ensemble pour mener à bien cette démarche de transformation des formations. Et donc c'est le but aussi dans lequel nous venons de publier un rapport dont quelques exemplaires, les premiers exemplaires se trouvent sur la table juste à l'entrée derrière vous et qui est aussi disponible sur le site internet du campus de la Transition en version numérique. Et puis donc c'était l'idée d'organiser cette soirée pour faire un premier retour d'expérience un peu plus concret sur ce projet, cette collaboration. Je reprends mes petites notes. Mais je ne vais pas en dire plus pour le moment parce que je vais laisser du coup la parole sans plus attendre à Laurent Gatineau, président de CYU, et Cécile Renoir, présidente du campus de la Transition, pour un mot justement d'introduction et de recontextualisation de ce partenariat, du contexte et de la démarche qui a été mise en place. Et puis ensuite, pendant 45 minutes, on aura une table ronde pour revenir plus concrètement sur cette démarche avec les acteurs et les actrices qui l'ont mise en œuvre à l'université de Cergy et au campus de la Transition.
et avec les personnes qui sont impliquées dans cette démarche. À la suite de cette table ronde, on pourra prendre un temps d'échange pour échanger avec la salle, répondre aux questions éventuelles qui pourront se poser, et puis aussi répondre éventuellement aux questions qui sont en ligne, puisqu'on est aussi en retransmission en direct via Zoom. Et puis pour finir, donc, le mot de conclusion qui sera amené par Véronique Balbo-Bonneval, DGS, directrice générale des services de CYU, et Christian Koenig, qui est conseiller académique au campus de la transition. Donc tout ça, normalement, si nous tenons les délais, nous mènera jusqu'à 21h, et puis après on pourra poursuivre la soirée pour celles et ceux qui le souhaitent sur un cocktail. Donc voilà, je laisse la parole tout de suite du coup à Cécile Renoir et Laurent Gatineau, si vous voulez peut-être vous mettre sur l'estrade. Bon, ben bonsoir à toutes et à tous. Évidemment, c'est un moment toujours important parce qu'un bilan d'étape, ce n'est qu'une étape évidemment, mais c'est une étape importante parce que finalement, aujourd'hui, ce qu'on a initié en premier, bon, allez, on va le dire en premier parce qu'on se fait toujours ça un petit peu d'autosatisfaction, ben, aujourd'hui c'est devenu la norme finalement. Et cet instant où là où on était vraiment précurseurs, ensemble, de transformer la pédagogie pour introduire tous les éléments de la transition dans la formation de nos étudiants, c'est devenu la norme aussi parce qu'on a fait bouger les lignes. On a fait bouger les lignes avec, d'une part, l'ensemble de la communauté de CY et le campus de la transition. On a fait bouger les lignes, pourquoi? Tout simplement parce que la création de CY correspond totalement à une évolution de trajectoire. Avant, on parlait beaucoup d'excellence, on parlait beaucoup d'international. On en parle toujours, parce qu'évidemment il faut. Mais on s'est affiché dans une trajectoire avec un nouveau contrat où la transition est la pierre angulaire de l'évolution de nos pratiques. Et quand je dis nos pratiques, évidemment, elles sont plurielles. On va bien sûr, avec le campus de la transition, axer ce soir la réflexion plutôt sur la formation, mais évidemment, nous avons changé beaucoup de choses dans l'établissement. Et je salue évidemment l'équipe, le premier rang en particulier, mais l'ensemble des acteurs de CY qui sont mobilisés pour cette transformation. À la fois notre DGA transition, je sais qu'en ligne nous avons notre VP transition, et nous avons aussi notre VP premier cycle qui a pris à bras le corps la question de réussir à former tous nos licences, pas en 2025 comme demandé par le ministère, 2024, on sera à jour, mais en fait on est déjà prêt puisqu'on a réussi à embarquer tout CY Tech et ça va vous être présenté tout à l'heure. Alors, pourquoi le campus de la transition? Pourquoi finalement on s'est appuyé sur une expertise externe? Parce que tout simplement, même si on avait déjà des collègues, je pense à Olivier Gallet, je pense à Véronique qui parlera tout à l'heure, qui est très investie sur la question de la transition de longue date, on avait besoin d'un apport, d'une complémentarité, de l'innovation dans nos approches, parce qu'aujourd'hui encore, c'est compliqué, c'est toujours compliqué, de faire basculer nos communautés pédagogiques dans de la transformation. Et ce qui est vraiment un enjeu fort, c'est que finalement, être précurseur, c'est un inconvénient, parce qu'on doit faire des discours, je le dis. Vous êtes invités partout, vous ne devez pas aller partout. Bon, bref, on a Mathias Bernard à Clermont qui est tout le temps mobilisé parce qu'il est partout pour représenter les universités. Et puis il y a CY qui est aussi partout et qui est mobilisé pour finalement aussi embarquer l'ensemble de la société dans cette démarche majeure qui consiste à certes former nos jeunes, certes former nos personnels, former le territoire, mais être une fabrique non seulement de sensibilisation, de formation, mais une fabrique de solutions, puisque bien entendu, on met le paquet, et c'est le cas avec notre PIA de CY Excellence, CY Génération, sur la recherche dans les domaines de la transition, que ce soit évidemment technologique, mais aussi sociétal, parce que c'est fondamental pour nous.
Enfin, et c'est pour ça que je suis un peu transpirant, j'ai pris les transports en commun. Et oui, je suis un président qui n'a pas de chauffeur, et ça c'est quand même une particularité, il faut le dire. Hein? Non mais c'est très important, enfin c'est une vraie symbolique. Parce que bon, tout le temps, c'est facile de parler de la transition, mais il faut la vivre tous les jours. Et je fais 3 heures de train par jour, et effectivement, ça me rend légitime aussi pour porter ce message. Hein? Ce n'est pas uniquement des paradigmes et des concepts qu'il faut appliquer parce qu'on nous le demande, c'est évidemment une évolution qu'il faut vivre et qu'il faut rendre désirable. Et là, il y a du boulot, j'avoue, encore, il y a des marges de progression. Mais justement, notre partenariat, il est là pour que on ne soit pas simplement dans l'académique pur et dur, mais bien dans des approches pédagogiques innovantes qui permettent non seulement d'apprendre, mais de rendre désirable ce futur. Merci au Campus de la Transition pour ce partenariat. Et merci bien sûr à vous d'être présents en masse, et en particulier les collègues qui vont vous expliciter un peu plus précisément ce que l'on fait déjà. Merci beaucoup Laurent, et bonjour à toutes et tous. Je crois qu'on peut, oui, remercier, applaudir. Et je crois que là, je m'exprime aussi au nom de toute l'équipe du Campus de la Transition. Et c'est vrai que c'est émouvant d'être là ce soir, parce que peut-être à l'origine justement du projet du campus, il y avait cette intuition que de créer une petite structure plus agile que les gros paquebots ou les gros mammouths que sont les universités ou les écoles pouvaient peut-être aider à aiguillonner des transformations. Mais qu'évidemment, l'enjeu, c'est ce passage à l'échelle, c'est de favoriser des transformations institutionnelles et structurelles. Et le fait que CY ait fait confiance au campus pour que nous puissions travailler ensemble dans les complémentarités, et nous avec voilà une équipe qui est, alors même si le campus grossit, c'est quand même justement c'est un petit esquif peut-être et pas un gros paquebot, mais le sentiment qu'on a sans doute à s'apporter les uns les autres dans cette recherche des chemins de transformation réels. Et comme vous venez de le dire, c'est pas une mince affaire. Il y a quand même, si le diagnostic sur l'urgence écologique est bien présente, je pense que nous sommes dans cette salle, beaucoup d'entre nous voyons les inerties, les difficultés, et du coup, il faut se mettre ensemble pour pouvoir avancer. Alors, le campus cherche à essayer de favoriser l'acquisition de compétences transverses pour la transition écologique et sociale, en aidant à, comme on aime bien le dire, à former pour transformer des acteurs divers, et à commencer par l'enseignement supérieur. Alors si je fais un tout petit peu d'histoire, il se trouve qu'il y a 4 ans, après une année d'expérience de vie du campus sur le site de Forges, en Seine-et-Marne, j'ai eu l'occasion avec Pierre-Jean et je crois Christian d'ailleurs, qui sont là tous les deux, de rencontrer la ministre de l'Enseignement supérieur et son directeur de cabinet de l'époque, qui nous ont dit, mais en gros, vous êtes un acteur hors système, mais vous êtes un bon écosystème d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, doctorants, de professionnels qui se posent des questions sur la transition. Donc allez-y, écrivez un socle commun de connaissances et compétences pour la transition. Et puis, l'un d'entre vous, d'ailleurs ça a été Christian Koenig qui a représenté le campus dans un groupe institutionnel piloté par Jean Jouzel. Et du coup, la dynamique qu'on appelait Fortes, formation à la transition dans l'enseignement supérieur, est née. Et il y a parmi vous des enseignants-chercheurs de différentes universités ou écoles qui ont contribué à l'élaboration d'une part du manuel de la grande transition, et d'autre part d'une série de petits manuels de la grande transition qui essayent de décliner de façon un peu plus précise dans des ensembles de disciplines les questions écologiques et sociales. Et c'est à cette occasion que Véronique Balbo-Bonneval m'a écrit, je crois que voilà, pour dire le projet là, du manuel c'est super, et puis il y a aussi le projet du petit manuel transformation des campus auquel je serais heureuse de participer. Et du coup Véronique a été un des maîtresses d'œuvre de ce petit manuel, et qui a permis déjà de se dire il y a certes la transformation des cursus qui est très importante, mais il y a aussi la transformation des campus, aussi au sens du lien au territoire, des enjeux de mobilité, d'alimentation, de bâtiments.
Et tout ça doit être pris ensemble. Voilà, alors c'est pour dire et ensuite, il y a eu après la publication du manuel de la grande transition, eh bien, la chance d'avoir ce partenariat sur 3 ans d'abord, et donc qui vient à son terme maintenant et qui va être prolongé grâce au PIA 4 par une poursuite dans les années qui viennent. Alors, je ne vais pas être long, mais je voudrais juste souligner 2 points. Il me semble que dans ce partenariat, ce qui est très intéressant, c'est le côté expérimental. Voilà, et puis l'autre part, c'est la nécessité de réfléchir de manière inter- et transdisciplinaire, avec un enjeu qui est la transformation des cursus, mais qui va aussi avec un souci pédagogique. Et ça, je crois que c'est aussi un des points forts de ce partenariat. Alors, sur la dimension expérimentale, je pense que dans la table ronde, vous allez davantage en parler, mais c'est se dire qu'il n'y a pas des solutions toutes faites, il n'y a pas une idée un peu top-down, clé en main, on sait ce qu'il faut faire de part et d'autre, et on va le mettre en œuvre. Évidemment, c'est compliqué parce qu'il y a d'une part les aléas des circonstances, et quand on a démarré ce partenariat, c'était le Covid, c'était le confinement, et je regarde notamment Roxane, qui était la première de l'équipe à se dire, en fait, il faut développer des choses sans aller sur place, parce que tout le monde est en visio. Et qu'effectivement, alors je pense que là aussi Laurent pourra en parler mieux que moi, ou les professeurs de CY, quand on a des étudiants qui peuvent être en grande difficulté personnelle, sociale, la question écologique, elle vient peut-être dans un second temps. Et donc il y avait ces aléas des circonstances, et puis aussi, il me semble qu'il y a en permanence ce va-et-vient entre une vision politique très forte, portée par la présidence, et puis qui invite à se décliner à tous les étages, on pourrait dire, dans toutes les dimensions de l'université, mais que c'est aussi s'appuyer sur des personnes, peut-être ce que Serge Moscovici appelle les minorités actives, des personnes qui sont spécialement motrices, des professeurs, des équipes, du personnel, et que c'est en s'appuyant sur ces personnes extrêmement motivées qu'on peut arriver aussi à faire bouger les choses. Et donc, il me semble que ça doit être pour un président d'université, une DGS, et puis pour les équipes, un vrai arbitrage permanent entre le souci de la massification et puis en même temps se dire qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Et donc, comment trouver en permanence, assurer ce va-et-vient. Et donc, cette expérimentation, c'est aussi peut-être une façon pour chaque université, chaque école, trouver ce qui correspond à sa propre culture, on pourrait dire à sa propre culture politique aussi, ce qui marche en matière de prise de décision collective et d'avancée. Voilà, donc moi c'est un premier élément qui me semble aussi très particulier dans ce partenariat, et c'est aussi, s'il y a un beau rapport qui est là, c'est pour rendre compte des difficultés, de certaines de formes d'inertie qui sont inévitables pour tout acteur qui essaye de faire bouger les choses, et qu'en même temps ce sont les leçons qu'on peut en tirer. Elles sont ensuite évidemment transposables sans doute dans d'autres contextes, mais en tenant compte des particularités de la culture de chaque établissement. Et puis la deuxième chose sur le côté interdisciplinaire et transdisciplinaire, c'est vrai que quand on a commencé à écrire le manuel de la grande transition, on s'était dit qu'il fallait vraiment essayer de s'adapter à des publics variés, à des sensibilités complémentaires entre enseignants-chercheurs, mais aussi pour des étudiants, pour des équipes de direction, d'université et d'école. Et donc, on a un parcours avec 6 portes d'entrée qui sont 6 portes complémentaires correspondant à des compétences transverses pour la transition. Alors, je les nomme très rapidement. Un certain nombre sont familiers de ces 6 portes avec les 6 mots grecs, pas pour faire jargonnant, mais c'est par souci mnémotechnique de prendre les mots qui sont dans écologie et économie, donc oikos, nomos, logos, et puis on a rajouté ethos, praxis et dynamis. Alors, je dis juste un mot de chaque porte avec la compétence qui va avec. Oikos, c'est le diagnostic. Et en fait, la compétence qu'on essaye là de faire passer, c'est cette entrée dans une pensée complexe dans laquelle il faut croiser les sciences du climat, les enjeux de sciences du vivant, et puis aussi le souci des effets en matière de sciences humaines et sociales. Qu'est-ce qui se passe sur le système Terre? Donc, cette acquisition d'une pensée complexe, elle n'est pas du tout évidente. Aujourd'hui, on a tendance à réfléchir de façon très cloisonnée. Deuxième porte, ethos, l'éthique, c'est évidemment les compétences en termes d'éthique et de responsabilité des acteurs à différentes échelles.
Ensuite, Nomos, la question des règles du jeu, des instruments de gouvernance, les instruments de mesure et d'évaluation. Finalement, en termes de compétences, c'est le changement des modèles mentaux qui n'est pas non plus une mince affaire quand il s'agit de transformer nos représentations collectives de la façon dont on mesure ce qui compte et ce qui compte vraiment, par exemple, et d'autres éléments. Ensuite, la porte logos, c'est celle qui fait droit au récit, aux imaginaires. C'est aussi une manière d'intégrer donc une rationalité symbolique complémentaire d'une rationalité davantage technoscientifique. Et du coup, la compétence qui est valorisée par cette porte, c'est l'acquisition d'une pensée plus prospective, qui se projette dans un avenir qui peut être un avenir souhaitable, désirable, mais en regardant aussi lucidement un certain nombre de tensions, et du coup comment faire entre parfois les futurs probables, des trajectoires qui sont insoutenables aujourd'hui, comment travailler ensemble à des futurs possibles. Voilà. Puis la 5e porte, c'est la praxis, donc l'agir, la question de l'action, des acteurs, des échelles de l'action. Et là, ce qui est la compétence qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est vraiment l'agir et la réflexion et l'agir collectif, multi-acteurs. Et enfin, la 6e porte qui est Dynamis, les enjeux de reconnexion à soi, aux autres, à la nature, font droit à cette question d'une présence à soi, aux autres, la reconnexion. Et ça, c'est aussi une compétence qui n'a pas toujours été mise en œuvre. Et je pense que là aussi, pour les équipes dans les universités, face à l'éco-anxiété grandissante, ces enjeux de reconnexion, ils sont aussi vraiment décisifs. Voilà, tout ça pour dire que le campus est vraiment très heureux, honoré par la confiance qui a été faite, et que voilà, nous sommes très, très contents et très admiratifs du travail qui est fait pour essayer de faire bouger les choses. Et puis, de ma part, je crois une reconnaissance aussi vis-à-vis de l'équipe du campus, avec Roxane, Alexandra, Théo, Lucas, Christian, qui ont été vraiment qui ont participé là depuis 3 ans à cette aventure. Et merci à l'équipe de CY avec lesquelles nous avançons avec beaucoup de joie. Merci beaucoup Cécile et Laurent. Donc juste avant de laisser la place à la table ronde, je reprends le micro quelques minutes juste pour vous présenter rapidement du coup dans les très grandes lignes le rapport que nous venons de publier. Donc l'intention, comme je le disais tout à l'heure, de ce rapport, c'était vraiment de faire une restitution assez concrète de la manière dont une université, donc en l'occurrence CYU, s'est emparée de cette démarche de transformation des formations et comment un partenaire externe comme le campus de la transition a pu l'accompagner dans cette démarche. Voilà, quels sont les choix qui ont été faits, tant sur vraiment la stratégie et la gouvernance d'un tel projet que sur les aspects aussi vraiment pédagogiques à proprement parler. Donc ce rapport s'articule autour de 3 parties qui peuvent se lire indépendamment les unes des autres, mais qui peuvent aussi se lire tout ensemble. Donc la première partie fait office vraiment de longue introduction et recontextualisation. Donc elle revient brièvement sur le contexte actuel. Elle présente aussi les partenaires, donc le campus de la transition et CYU pour celles et ceux qui ne seraient pas encore familiers de ces 2 organismes. Et puis donc cette partie présente aussi les grands objectifs finalement du partenariat et les principes qui ont sous-tendu ce partenariat pendant 3 ans. La seconde partie, quant à elle, revient plus concrètement sur les aspects vraiment opérationnels et stratégiques de la démarche. Donc transformer l'offre de formation d'une université pour y intégrer davantage les enjeux de transition écologique et sociale. Par où on commence, avec qui on commence, comment est-ce qu'on fait. Donc c'est vraiment toutes ces questions qui sont à la fois stratégiques et politiques, mais aussi opérationnelles et très concrètes qui se sont posées aux différents acteurs, à CYU, au campus de la transition, et qu'on aborde dans cette partie, qui peut
être intéressés, en particulier les présidences des établissements, les équipes de direction et les responsables de formation. Et puis la troisième partie, elle revient sur les aspects vraiment pédagogiques aussi et de la formation et de l'accompagnement d'équipes enseignantes et d'équipes pédagogiques. Comment est-ce que le campus de la transition a pu former et accompagner des équipes enseignantes et pédagogiques pour faire évoluer leur formation. Et donc c'est une partie qui pourra principalement aussi s'adresser aux enseignants, aux ingénieurs pédagogiques aussi, puisqu'il a été question de ça dans le partenariat avec CYU. Donc à chaque fois, voilà, on a essayé de restituer au plus près ce qui a été mis en place et puis d'identifier aussi, d'une part, les freins ou les difficultés auxquelles on a pu être confronté, mais aussi les leviers d'action et les recommandations que cette expérience nous ont permis de mettre en évidence. Pour et à cette expérience, je vais laisser tout de suite la place à la table ronde. Donc une table ronde qui sera animée par Luigi Russi. Donc Luigi, tu es chercheur en post-doctorat au campus de la transition sur les pédagogies de la grande transition. Et donc tu animeras cette table ronde avec Hervé Gou, directeur général adjoint transition à CYU, qui copilote du coup ce partenariat depuis son lancement en 2020. Bruno Fiorio, vice-président premier cycle de CYU depuis janvier 2023. Et Anne-Christine Metz, directrice du département d'enseignement humanité et design à CY Tech, donc le cursus ingénieur de CYU avec lequel le campus de la transition a principalement travaillé pendant ces premières années de partenariat. Et Roxane Sansilvestri, donc responsable accompagnement des établissements au campus de la transition et donc chef de projet de ce partenariat pour le campus. Donc je vous laisse, si vous voulez, rejoindre la scène. Prova? Ok, super. Bonsoir. Donc, nous voilà pour cette table ronde. C'est particulier de se trouver à parler à un public d'un expériment qu'on a fait. Parce que la nature des expériments, c'est qu'on apprend des choses. Et comment partager ça ? Il n'y a pas beaucoup d'initiatives qui ont un tel état d'avancement en France, d'établissements qui se sont lancés. Donc forcément, on se trouve très vite face à un équilibrisme à devoir gérer. Un équilibrisme entre faire avec et apporter du nouveau vers un projet. Donc la première question sur laquelle je souhaiterais vous entendre brièvement, c'est quelle est d'après vous une illustration emblématique qui vous a mis face à cet équilibrisme? Comment l'avez-vous géré? Qu'est-ce que vous avez appris en fait? Comme on parle d'un expériment. Donc voilà. Anne-Christine. Hervé a saisi le micro. Bon, allez, j'ouvre le bal. Ça a été dit par Cécile, pour moi c'est une véritable aventure, parce qu'il faut aussi rappeler que Roxane, moi-même, on est arrivé à l'université, Anne-Christine aussi. Et je pense que ce que j'en retiens, c'est effectivement une forme d'addition des forces. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on était une petite équipe projet, bien sûr soutenue par la présidence, ça a été rappelé par Laurent Gatineau, ça a été aussi rappelé par Cécile vis-à-vis de la direction générale. Donc il y avait ce portage politique, cette volonté aussi administrative de pouvoir avancer. Et quand on se retrouve à commencer, je pense qu'on ne se rend pas compte, forcément au début, de tout ce que ça va signifier. On apprend aussi de façon empirique. Je crois qu'il faut faire preuve d'une certaine agilité, d'une certaine humilité aussi, parce qu'on apprend en avançant.
On apprend aussi en s'appuyant sur des personnes relais, ressources, et il y en a aussi dans la salle. Et c'est vraiment cette addition des forces, cette équipe qu'on a su constituer. Donc là, on est une représentation de l'équipe, mais elle n'est pas complète, et dans la salle, il y en a d'autres. Mais c'est vraiment cette démarche, cette aventure humaine finalement que je retiens et qui était assez positive et qui nous a permis aussi de pouvoir avancer, comme tu le disais, de façon assez... on était assez précurseurs et je pense qu'aujourd'hui on a avancé, on a aussi appris de nos erreurs et qu'aujourd'hui on se sent probablement un peu plus à l'aise pour aborder les sujets liés à ce qui a été évoqué en propos introductif sur la question de la transformation finalement de la pédagogie et des contenus. Merci. Ok. Moi je dirais, pour représenter un petit peu ça, à la fois l'ambition de vouloir avancer sur le projet ambitieux et novateur qui était celui de CY Université et le campus, et faire en fait avec l'existant, avec l'actuel, c'est peut-être justement le décalage. Comme dit Hervé, on est arrivé, on a pris nos postes en même temps, et est arrivé aussi du coup la feuille de route avec les objectifs du projet, et on s'est retrouvé avec une feuille de route qui en soi était très bien cadrée, avec une ambition. Voilà, on va former les enseignants, on a envie d'arriver à telle maquette pédagogique, comme l'a présenté Cécile. En termes de contenu, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on a envie d'offrir aux étudiants, on sait les compétences qu'on veut développer. Donc voilà, il y avait quelque chose de finalement très réjouissant à mettre en place cette feuille de route. Et après, on arrive dans la réalité de l'ensemble des personnels de l'université, nous compris, avec les charges de travail, la découverte des postes de chacun, des missions de chacune. Et donc je dirais c'était un peu aussi ce décalage qu'il y a eu au début du projet entre quelque chose de très réjouissant, où on était engagés, on est tous rentrés très motivés dans cette feuille de route, avec, comme l'a rappelé Cécile, aussi un contexte qui était particulier, qui était celui du Covid. Donc comment est-ce qu'on crée du lien, sachant qu'au début, Anne-Christine, je pense qu'on s'est rencontrés en présentiel peut-être 6 mois, plusieurs mois, ça faisait plusieurs mois qu'on travaillait ensemble à distance. Donc voilà, ça a été comment on fait ce chemin effectivement de remise en question de cette feuille de route et de ses objectifs. Comment est-ce que, comme l'a dit Hervé, on fait ce travail d'humilité à la fois sur nous, l'ambition qu'on s'est mis dans nos postes et qu'on a mis sur la feuille de route, pour finalement aller, ce qu'on a pas mal dit au début du projet, aller à la rencontre de l'ensemble des acteurs et rentrer dans leur réalité. Et je dirais, dans ce qu'on a écrit là au niveau du rapport, de la théorie à la pratique, en fait, on s'est retrouvé dans un cycle où la pratique est venue re-questionner la théorie. Et c'est comment on a fait ce chemin pour transformer et réajuster la feuille de route pour garder cette ambition, mais pouvoir quand même s'ancrer dans la réalité de chacun et pas avoir quelque chose de trop brusque pour l'ensemble des acteurs du projet. Donc, Alors tu parlais, Luigi, d'équilibre entre chemin à suivre et existant. Il se trouve que pour CY Tech 2020, ça a été quand même un énorme bouleversement où on devait tout changer. Et que finalement, c'est ça qui a été le levier. CY Tech, c'est donc l'école d'ingénieurs au sein de CY, mais qui est une école historiquement qui existe depuis très longtemps, c'est anciennement l'EISTI. Et 2020, c'est l'intégration de l'EISTI qui devient CY Tech. 2020, c'est le Covid, avec des étudiants en face de nous, complètement perdus, nous-mêmes un peu perdus parce que personne n'avait connu ça. C'est la création du département Humanité Design qui rassemble des équipes existantes de l'ex-ISTI, mais qui intègre la dimension design, donc des nouveaux collègues, des choses à construire ensemble, une nouvelle maquette à faire. Et finalement, tous ces changements, tous ces bouleversements, et cette feuille de route sur laquelle on était aussi tous convaincus dans l'équipe que ça faisait partie de notre mission vis-à-vis des étudiants, de les accompagner, de les pas seulement les sensibiliser, mais leur faire prendre la route avec nous. Tous ces changements, je pense, ça a été le levier. Et on avait de l'existant qui était ce qu'on faisait avant,
sur lequel on s'est évidemment appuyé, mais ce bouleversement de la création de CYTech, du Covid, je pense que c'est ça qui nous a mis en action. Oui, pour poursuivre, et en tant que petit dernier dans l'aventure, parce que moi, comme vous l'avez compris, je suis arrivé assez récemment, et par un chemin de traverse, moi je suis plutôt arrivé par la question de la transformation de la pédagogie et de l'approche au niveau des premiers cycles, et c'était pas spécifiquement centré sur les questions de transition, mais c'était plus global. Mais ce que j'ai trouvé assez puissant, en fait, justement, c'est que ces questions de transition, elles viennent aussi interroger un certain nombre d'autres enjeux que l'on a, donc entre autres la pédagogie, la manière de s'adresser, enfin, ce qu'on apporte ou ce qu'on offre aux jeunes qui viennent à l'université, et que finalement cette question de la transition, elle peut devenir aussi un peu le centre du système et permettre d'organiser, de redonner un sens global à ce que l'on fait en tant qu'établissement, en tant qu'enseignant dans l'offre de formation. Et moi je trouve que ce qui a été précieux, c'est que ce travail qui a été fait a permis de faire émerger une espèce de commun qui pour le coup devient vraiment quelque chose de partagé entre toutes les disciplines, tous les niveaux de formation, et ça permet aussi de repositionner un peu le regard que l'on porte sur notre offre, qu'on regarde parfois de manière assez segmentée, et ça redonne un sens global à l'ensemble. Et ça, je trouve que c'est aussi une dynamique qui est importante pour les formations, et puis je pense que du coup, c'est aussi de manière inverse, ça vient aussi nourrir la dynamique transformante sur les questions de transition. Voilà. Merci. J'ai entendu plusieurs fois, à plusieurs reprises, le mot « construire ensemble ». Hervé, tu en as parlé, Anne-Christine aussi. Et pas tout le monde ici vient de l'université de Cergy. Donc, sur ces chaises, il y a un enseignant-chercheur qui coordonne, tu me corriges, les licences, une enseignante-chercheuse qui, pour le campus, coordonne le projet, quelqu'un qui vient de la fonction publique, de la fonction publique, non, c'est ça? Voilà, qui se trouve voilà, à faire un peu de diplomate, et quelqu'un qui gère une équipe d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. Donc c'est quatre personnes différentes, avec une histoire différente, des façons de parler différentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce mot « construire ensemble » ? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça a activé en vous de vous activer vers la transition et de devoir construire ensemble avec vos collègues? Alors pour le coup, ça c'est de l'existant au sein du département Humanité Design. On a la particularité d'être une équipe déjà multidisciplinaire. On a des historiens, des sociologues, des psychologues, des journalistes. Moi, mon parcours précédent, il est plutôt tourné entreprise et ressources humaines. Et tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Tu parlais d'essayer des choses, tu évoquais, Hervé, qu'on a fait des essais, des erreurs. Cécile aussi, vous évoquiez ça. Il y a une phrase chez nous qui a été lancée par quelqu'un qui est dans la salle, c'est « Allez, on essaye et on voit ce qui marche ». Et construire ensemble, c'est ça, c'est « Allez, on essaye ». On le fait ensemble. On parle de transition écologique. Si on ne fait pas ensemble, on ne la fera pas, la transition écologique. Elle doit être sociale, elle doit être dans les façons de travailler. Et je pense que la force d'Humanité Design, c'est notre façon de faire ensemble. Et c'est pour ça qu'on a réussi. C'est pas quelqu'un seul dans son coin. Et finalement, tous les quatre, là, on y arrive parce qu'on a cet état d'esprit de faire ensemble et de se laisser bousculer, accepter de découvrir des façons de faire différentes. Oui, pour moi, ça a été se questionner, s'adapter et s'enrichir. Se questionner parce que quand on est confronté à cette démarche, effectivement, c'est pas non plus un long fleuve tranquille et ça nécessite de se poser de nombreuses questions. Et ces questions, elles sont plurielles. Elles peuvent être d'un point de vue pédagogique, administratif ou autre. S'adapter parce qu'entre ce qu'on avait pu prévoir au début et ce que l'on a mis en œuvre, il y a forcément un écart. Et donc c'est une adaptation, je dirais, en permanence. Je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et par rapport à ça, c'est encore une fois se questionner et s'adapter. S'enrichir parce que je crois qu'on vient d'horizons différents, on ne se connaissait pas,
On a appris à se découvrir, on a appris aussi à travailler ensemble. Et à aucun moment, il y a eu aussi une question d'ego. Il y a plutôt une volonté d'avancer ensemble et donc cette ambition, cette volonté de construire. Et je pense que ce qui a aussi fait notre richesse. Je parlais tout à l'heure d'aventure humaine, mais je pense qu'on a aussi pris plaisir entre nous à travailler, en dépit parfois des difficultés. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que mes deux collègues viennent de dire. Et pour ne pas répéter, je rajouterai une chose, c'est la question de l'échelle de temps. Et je pense que le fait d'avoir ce contexte de partenariat où on savait qu'on avait à minima 3 ans devant nous pour pouvoir mener à bien cette feuille de route, il y avait quand même quelque chose de sécurisant en fait dans le fait de construire ensemble. Et pour ce qui est de l'équipe Humanité et Design, je pense qu'il a vraiment fait la force du partenariat et qu'on a pu arriver à monter, toute cette transformation de la maquette pédagogique, c'est qu'on a pu prendre le temps en fait de se rencontrer. Le campus, on a pu aller dans les bureaux, d'ailleurs on a très largement investi les bureaux de Humanité et Design, passer du temps ensemble, que ce soit des temps de formation ou des temps informels. Et je pense que vraiment, il y a une relation de confiance et de collègues aussi qui s'est créée au fur et à mesure du temps. Et je dirais de la même façon avec Hervé aussi, on a eu beaucoup de temps de travail assez conséquent en fait, et on n'avait pas ce stress en fait. Et ça, c'était quand même un confort au niveau de la relation. Et je pense que ça, c'est en tout cas un des facteurs de réussite de ce partenariat dans la dynamique de travail. Oui, par ailleurs, pour compléter sur le champ plus pédagogique, la transformation qu'on engage ou qu'on a engagée au niveau de l'établissement, elle est à la mesure des enjeux de transition qu'on souhaite porter au travers des enseignements. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire évoluer un système qui est dans un état connu vers un autre état connu différent dont on sait qu'il est plus intéressant ou meilleur. On a un état connu, mais on n'a pas forcément une vision complètement détaillée de là où de l'état final. Les enjeux de formation sur ces questions de transition, aujourd'hui, l'unanimité parmi les collègues en général, elle est que personne ne sait dire exactement ce qu'il faut apporter aux étudiants. Il faut surtout leur apporter une capacité à appréhender différemment et à s'emparer différemment des sujets qui nous portent. Et dans cette logique-là, il y a cette question de transversalité qui est une question importante pour les questions de transition, mais in fine, au niveau de l'établissement, on est dans les mêmes problématiques. C'est-à-dire que personne n'a l'ensemble des leviers en main et on a bien la conscience que c'est une transformation systémique et qu'elle nécessite une évolution et un mouvement à tous les niveaux et qu'on ne peut pas bouger seul. Il faut vraiment être dans une logique complètement collective. Et ça, je pense que cette conscience-là, on l'a tous et c'est ce qui fait que, du coup, on a aussi cette facilité à travailler ensemble. J'ai une curiosité par rapport à ce que tu viens de dire, Bruno. Tu as dit quelque chose qui est vrai de la transition, c'est-à-dire qu'on parle d'un changement sociétal, mais on n'a pas un exemple tout fait de ce que ça veut dire réaliser la transition à niveau de pays, d'université, etc. Et donc, clairement, ça crée c'est un sujet difficile et complexe, qui crée des conditions de travail également complexes. Et je suis curieux par rapport à la nature du travail qu'on fait face à une question comme ça. Et j'aimerais savoir quelque chose par rapport à quel a été ton travail face à... comment tu t'es mis en relation face à cette difficulté parfois de déchiffrer la transition, comme ce que tu viens de dire, comme quelque chose de tout fait qui n'est pas disponible en fait en tant que ça. Mais je crois que l'enjeu majeur, c'est alors pas d'apporter du sens, mais d'aider la communauté à trouver un sens en fait à tout ça.
quelle que soit la manière dont on approche le problème, on voit bien que dès qu'on bouge quelque chose, et on sait qu'il faut changer des choses, on a des impacts à d'autres endroits dans notre organisation et qu'il est difficile de tout faire fonctionner ensemble. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'amener la communauté à trouver un sens global à l'ensemble des problématiques que l'on traite. Donc bien sûr les questions de transition, mais derrière c'est aussi quel est le sens en termes d'approche pédagogique, enfin, quel sens et quelle cohérence on va donner à la pédagogie vis-à-vis des questions qu'on souhaite traiter. Il y a besoin de... Et donc, du coup, personnellement, moi, la vision que j'ai, c'est qu'il faut apporter un peu des stimuli en termes de vision, proposer un peu des schémas, des modèles de fonctionnement dont on sait bien qu'ils sont partiels, mais dont on sait aussi qu'ils vont faire écho à la vision que développent les uns ou les autres, qui vont faire écho aussi aux projets et que mettent en œuvre les uns ou les autres, parce qu'on a aussi, en 3 ans, beaucoup expérimenté via différents projets et différents moyens dont l'établissement a pu bénéficier. Et ces expérimentations-là, elles sont précieuses parce que expérimenter, c'est s'autoriser à ne pas fonctionner toujours correctement, et c'est s'autoriser surtout à sortir des clous et donc à donner ensuite à un moment donné des modèles qui vont eux-mêmes faire écho aux idées, aux envies des uns et des autres. Et petit à petit, on va pouvoir amener la communauté à d'abord intégrer le fait que ces enjeux-là, ils sont importants, qu'il est nécessaire d'y répondre, qu'il est possible d'y répondre. Il y a une part de rêve aussi, je pense, qu'il faut arriver à... Enfin, dans lequel il faut croire. Et puis petit à petit, on va avancer. Il y a aussi à un moment donné accepter sans doute qu'il y aura certains échecs et qu'il y aura aussi certaines difficultés, que peut-être à certains moments on perdra aussi la qualité de certains dispositifs qu'on a en place parfois depuis longtemps, mais que c'est aussi un peu le prix à payer pour basculer vers l'après, enfin vers autre chose. Tu parles d'amener la communauté et aussi tu as utilisé des mots très justes, d'apporter des stimuli qui vont faire écho. Et quel type de travail est-ce d'apporter des stimuli et de laisser des échos se rebondir dans une pour amener une communauté? Ça, c'est aussi un mot que tu as utilisé. Voilà, je vous relance ces mots pour... je t'ai aussi interrompu, donc peut-être tu étais déjà en résonance d'une certaine manière, et c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que... Moi, je veux bien, sur ta question précédente, mais peut-être je répondrai en partie sur celle-là, sur comment est-ce qu'on avance alors qu'on n'a pas effectivement l'objet final en tête. Il y a 3 éléments qui me viennent et je vais essayer d'être rapide sur ces éléments. Je dirais sur vraiment la conduite du projet. Et tu me corrigeras peut-être Hervé, mais je pense qu'on s'est toujours laissé la possibilité de tester des choses et de se dire on va pouvoir rétro-pédaler et donc peut-être de tester des choses d'abord à petite échelle, on va voir ce que ça donne et ensuite on réajustera et voilà. Il n'y avait pas forcément à chaque fois l'idée, d'ailleurs on avait mis en place, on avait nos comités techniques hebdomadaires, il y avait quelque chose, l'idée que ça soit assez rapide et qu'on puisse être flexible et réagir rapidement pour pouvoir ajuster la stratégie. Et donc ça, je pense que ça a vraiment joué. Et sur les aspects plutôt pédagogiques, il y a 2 exemples qui me viennent en tête. Donc bien sûr un exemple avec Humanité Design. Et en fait, je pense qu'on a eu, enfin tu l'as dit, vous fonctionniez déjà comme ça en fait en équipe avec il y avait quand même une grande envie de tester des choses. Enfin, on est parti sur un terrain quand même qui était facilité pour ça. Et donc il y avait aussi cette question de dire on teste, on verra bien. Et donc le premier pilote du module qui a été créé pour les étudiants la première année, on a fait quelque chose avec ce qu'on pouvait faire dans le temps imparti et on s'est dit et on verra ce que ça donne. Et être par contre très très à l'écoute pendant l'expérimentation de ce que ça donne. Donc ça par contre effectivement ça demande de l'investissement, ça demande du temps, écouter les étudiants, faire des débriefs en permanence avec les enseignants et en fait on a réadapté. Et le module qu'on a fait la 2e année est très très différent et on est vraiment passé en qualité. L'année prochaine, on va encore essayer de se dire, on fait un premier pilote, il n'est pas celui génialissime qu'on aurait voulu, mais on fait quelque chose. Et le 3e exemple, et je sais qu'il y a 2 enseignantes qui sont dans la salle de l'exemple que je vais donner, on accompagne une autre équipe d'enseignants, puisqu'il n'y a que des femmes dans cette équipe à l'IUT de Cergy.
également pour les accompagner, pour les aider à créer un module pour leurs étudiants. Et c'était très intéressant parce que dans l'un des ateliers, on travaillait sur donc, l'alignement pédagogique, le fait de construire un peu la maquette, hein, les objectifs pédagogiques, les compétences, les modalités d'évaluation. On était un peu dans le dur de l'atelier. Et en fait, il y a une enseignante au bout d'un moment qui avait du mal à rentrer dans le travail. Et au bout d'un moment, je lui demande... quel est ton avis sur la discussion qu'on est en train d'avoir? Elle me dit, moi je suis vraiment bloquée parce que je ne suis pas sûre de là où je veux aller et du coup je préfère ne rien dire. Et je lui dis, mais on peut très bien marquer des choses, mettre des idées, et si au final, quand on avance dans le contenu et dans le programme, ça ne vous convient pas, on revient en arrière. Et à partir du moment où je lui ai dit ça a complètement débloqué en fait la situation. Et je pense qu'aussi il y a une façon à repenser la manière dont on travaille. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on veut tout de suite aller vers un livrable en se disant chaque étape, elle va être gravée dans le marbre. Et on a beaucoup d'équipes enseignantes où à partir du moment où on dit non mais on verra et on réajustera, en fait, ça y a quelque chose ça enlève une pression quoi. Et ça débloque la possibilité à se permettre des choses qu'on n'aurait pas fait, à laisser les imaginaires, les possibles. Et enfin voilà, il y avait cet exemple qui me parlait. Rebondir sur ces deux choses, je crois que la chose principale, c'est ce qu'a dit Bruno. On ne sait pas. On ne sait pas comment sera demain. On sait juste qu'il faut prendre les choses en main, essayer des choses. Le mot d'ordre de CY, c'est quand même Design Your Life. Et CY Tech, c'est le pouvoir d'agir sur demain. Et si nous, on veut que nos étudiants prennent en main le pouvoir d'agir sur demain, fassent de leur vie quelque chose qui a du sens, il faut qu'on fasse ça, nous aussi. Et que nous aussi, on apprenne en faisant. Et c'est un changement de posture. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à CY Tech, on est passé par le projet. Parce qu'une des premières réactions de l'équipe, c'était de dire, mais c'est pas nos sujets. Nous, dans les connaissances fondamentales de climatologie, de biodiversité, nous, on n'enseigne pas ça. Et finalement, je pense qu'on a accepté de prendre une posture de, on ne sait pas, mais on va essayer des choses. On va accompagner nos étudiants à essayer des choses, à penser à devenir acteurs. Et le point essentiel, c'est ce que dit Bruno. On ne sait pas, mais on ne peut pas s'arrêter là, on sait qu'il faut se mettre en action. Je joue avec quelques images qui me viennent en tête de ce qui a été dit. Roxane, tu as parlé de rétropédaler. Et moi, dans ma tête, j'imagine quelqu'un sur un vélo qui a une roue seulement et qui fait cet équilibrisme. Donc on revient à l'image de l'équilibrisme et de quelqu'un qui garde son équilibre. Et aussi, on a eu des métaphores liées à l'écoute, l'écho, la résonance, et au fait que ça pose des questions par rapport à nos postures professionnelles aussi. C'est-à-dire, dans l'université, souvent, on peut avoir l'impression qu'on est censé savoir faire, mais en fait, quelle est la place de l'écoute? Et un sujet comme la transition va toucher exactement sur ce point. Donc, je deviens curieux par rapport à votre expérience, par rapport à cette activité d'écoute qui me semble un des fils rouges de ce type de travail d'équipe, d'amener une communauté. Voilà, je vous lance ça. Pour moi, il y a plus qu'une écoute. Parce que c'est aussi accepter de se remettre en cause, accepter d'être critiqué, donc accepter d'être, donc voilà, aussi de pouvoir s'exprimer, d'être entendu, compris. Et le dernier point aussi, c'est toujours de s'interroger sur le pourquoi et non pas le comment. Donc c'est ce que disait un petit peu aussi Bruno, c'est-à-dire c'est la question du sens, vers quoi on veut aller et vers quoi on veut aller ensemble. Mais voilà, c'est plusieurs finalement éléments comme ça. Et j'en rajouterai un dernier, c'est les signaux faibles. C'est essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut percevoir qui ne se voit pas forcément. Et c'est aussi à travers ça de pouvoir ressentir finalement les choses. Il y a la question de l'écoute, ça c'est important, mais pour moi c'est écouter, soutenir. Enfin, écouter, c'est déjà soutenir, je pense, et légitimer.
On a finalement, au travers des expérimentations qu'on mène depuis quelques années, qui ont commencé parfois à des échelles assez modestes, enfin, un collègue dans son enseignement, enfin, et puis après un module, et puis après c'est devenu plus systémique avec des composantes qui ont pensé ou qui sont en train de penser quelque chose à l'échelle d'un ensemble de formations cohérents. Mais à chaque fois, le besoin des collègues, enfin, qui sont vraiment dans une innovation avancée, enfin, sur différents plans, parce que aller sur ces sujets-là, ça percute complètement les approches traditionnelles pédagogiques de l'université, donc c'est les remettre en question et aller vers d'autres modèles qui eux-mêmes percutent certaines de nos logiques parfois administratives. Enfin, on a des questionnements par exemple sur la manière d'intégrer dans les services enseignants, enfin, dans l'impact de la manière de travailler les services enseignants d'un point de vue administratif et qui nous verrouille ou qui nous empêche, en tout cas ne nous donne pas toute la liberté qu'on aurait envie d'avoir à certains moments. Donc ces collègues se mettent en porte-à-faux quelque part, ils se mettent en porte-à-faux par rapport à leurs étudiants, par rapport... Les étudiants aussi, il faut les convaincre. Parfois, c'est pas toujours évident. Donc ils se mettent en porte-à-faux par rapport à leurs étudiants, à leurs collègues, à leurs composantes. Et notre rôle, c'est vraiment, en les écoutant aussi à un moment donné, de les légitimer ou de les relégitimer. Pour qu'ils aient vraiment conscience de ce rôle un peu de pionnier ou de défricheur qu'ils ont, qu'ils aient bien conscience aussi de ce qu'ils apportent à l'établissement pour aujourd'hui, mais aussi pour le futur, parce que leurs expériences, c'est vraiment aussi la base de ce qui pourra être demain généralisé ou amplifié pour arriver à toucher toute la communauté de manière homogène. Donc je crois qu'on a vraiment ce rôle-là aussi de légitimer, c'est le rôle de toute l'organisation à la fois administrative et c'est le rôle de l'équipe de présidence, mais et aux différents niveaux. Enfin, parce qu'il y a aussi une réticence qui s'exprime régulièrement de la part d'une partie plutôt petite, je dirais, mais et pour diverses raisons. Et ça peut aussi être épuisant pour les collègues s'ils se sentent trop isolés par rapport à ça. Donc on a un vrai rôle de maintenir un peu leur flamme, les aider à maintenir leur flamme par rapport à ça. Alors, moi, je suis italien, donc il y a des mots parfois auxquels je ne rattache pas immédiatement une image. Quand tu dis légitimer, à quel type de travail que tu fais, est-ce que tu es en train de décrire? Est-ce que tu pourrais rentrer un tout petit peu plus dedans? Je peux peut-être donner un exemple. Enfin, alors encore une fois, moi je suis arrivé assez récemment dans ces enjeux-là et quand on a commencé à se questionner un petit peu sur l'organisation globale de la licence, lui donner une lisibilité, quelle devait être la légitimité de la licence, des licences à CY. Et moi je me posais la question d'abord sur un plan pédagogique. Enfin, mon objectif premier dans ce moment-là, c'était vraiment de trouver une liaison entre les différents sujets qu'on cherchait à pousser, qui étaient plutôt perçus comme des entités un petit peu séparées les unes des autres, et dont je voyais bien comment les collègues, en les percevant comme des choses distinctes, avaient l'impression de chantiers différents, sans cohérence, et d'une espèce qui les menait dans une sorte d'épuisement. Et la question de la transition est venue en fait donner le lien général, et donc on a commencé à penser un projet de licence. La question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour nos étudiants dans ces logiques de monde en transition dans lequel ils devront demain vivre et dans lequel ils devront demain agir. Et donc, on a commencé à imaginer notamment qu'il fallait les aider à penser de manière plus transversale. Enfin, donc la question de l'interdisciplinarité nous est apparue importante. Il fallait qu'ils soient aussi plus en situation de faire. Donc la question d'une part de projet significatif dans la licence, dans les licences devenait importante, etc., etc. Et puis au final, à un moment donné, et ça c'est vraiment l'anecdote, mais moi je me suis rendu compte, on m'a aidé à me rendre compte que ce qu'on était en train de penser, c'était déjà expérimenté à l'échelle d'une composante. Donc je commençais à discuter avec les collègues concernés pour me rendre compte qu'ils étaient eux dans une
ils étaient un peu dans une espèce de fin, et dans une logique un peu d'épuisement, parce qu'ils faisaient face à la fois aux réticences d'une partie des étudiants pour qui travailler en projet, être très actif dans son apprentissage, ça heurte parfois un petit peu des habitudes ancrées depuis très longtemps. Enfin, en gros, je suis assis et j'attends que les connaissances viennent vers moi. Je suis désolé d'être un peu caricatural, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Et donc il se heurtait à ça, il se heurtait à une partie de collègues qui considéraient que ces enseignements un peu transversaux, ça prenait de la place au disciplinaire, et que le disciplinaire c'était ça qui était important. Oui, le disciplinaire est important, mais il est important aussi parce qu'on le met au service de quelque chose, et le quelque chose du coup l'est aussi. Et ils étaient un petit peu dans une phase de... ça devenait compliqué pour eux d'avancer, quoi. Je pense qu'ils étaient à la limite dans la composante de ne plus avoir le soutien de la direction parce qu'il n'y avait plus l'accord majoritaire sur... Enfin, il faut que ces projets-là aussi soient validés dans les conseils de composantes, hein. Le fait qu'on ait trouvé cette dynamique sur... Enfin, que c'est quelque chose qui soit devenu un modèle, ce projet-là, pour un projet de plus grande ampleur au niveau de l'établissement, le fait de le faire savoir, ça a été aussi un moyen de les remettre en selle, et le fait de leur apporter un soutien supplémentaire pour notamment faire la jonction avec les questions de transition de manière plus forte, ça a redonné une dynamique. Et je pense qu'on a vraiment un rôle à entendre ces difficultés-là et à aider à passer un petit peu le cap, à aider à reconnecter à un niveau plus large pour petit à petit les impliquer de manière plus évidente dans le projet global, en fait. Parce qu'eux partent, ces collègues, sur un projet qui est le leur, à leur niveau, sans nécessairement voir la connexion avec le projet de l'établissement, si ce n'est le sens global. Mais l'habitude des universités et des universitaires, c'est beaucoup de travailler à l'échelle des composantes ou des formations. L'échelle globale n'est pas forcément toujours pensée, en tout cas de manière très connectée. Et le fait de les repositionner dans cette logique-là, voilà, ça redonne une raison d'être et ça redonne une légitimité, une envie de continuer. Moi, ce que j'ai entendu, j'ai retenu le mot percutant. Et est-ce que ça peut induire, quand on commence à se mettre face au changement et à vouloir mettre les mains dedans, il y a, comment dire, c'est quelque chose qui peut faire rentrer les gens, comme tu disais, dans une forme d'épuisement. Et donc, il y a un travail à faire de soutenir une dynamique face à ce type de situation qui fait partie du changement, mais qu'on peut aussi percevoir comme étant un problème, en fait. Et j'imagine que toutes les personnes qui sont ici, ce sont, d'une manière ou de l'autre, ont dû trouver des ressources ou des manières, c'est aussi une partie du travail, de trouver des ressources pour agir face à ce type de situation. Quand on voit des collègues qui sont embarqués par les questions de transition. Donc je serais curieux d'aller un peu vous titiller sur ça. Qu'est-ce que vous faites comment est-ce que vous... quels outils est-ce que vous avez découvert pour travailler avec ce type de phénomènes et de difficultés qui se manifestent? Je pense qu'une des choses importantes, en tout cas pour la transformation des enseignements, enfin vraiment pour l'accompagnement des enseignants, c'est que pour les enseignants, ça ne soit pas considéré comme quelque chose d'individuel. On revient tout à l'heure à faire ensemble. Et c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, on est dans un constat où l'enseignant, dans son activité d'enseignement, il peut potentiellement être très isolé. Il va construire ses enseignements seul par rapport à son expertise, par rapport au module dont il a la charge. Et finalement, ça peut effectivement rajouter une tâche, être épuisant, paraître insurmontable, de se dire je vais devoir réviser mes enseignements, je vais devoir transformer tout ce que j'avais préparé parce que voilà, la maquette pédagogique est en train de changer, parce que l'objectif de la formation est en train de changer. Et finalement, le campus, quand on accompagne, et là je mets même plus large que l'accompagnement qu'on fait à Cergy, mais avec les formations avec d'autres équipes enseignantes, j'insiste sur le mot équipe en fait. Et quand on a des formations, ce qui est intéressant, c'est quand on a des groupes avec des équipes qui vont pouvoir faire corps et travailler ensemble. Et en soi, je peux même faire le parallèle avec le travail qui a été fait côté campus pour Cergy.
L'épuisement aussi, enfin moi la première année j'étais toute seule, puis la deuxième année il y avait 2 personnes avec moi, et puis la troisième année, aujourd'hui on est 4. C'est pas du tout, enfin je le vis pas du tout de la même façon, pourtant je suis convaincue du projet. Et du coup il y a vraiment enfin en tout cas du côté du campus, et on l'a mis en place à Cergy, quelle que soit l'équipe qu'on a accompagnée, c'est de mettre en place dès le début une équipe. On n'est pas là pour former des enseignants individuellement, mais on est là pour accompagner une dynamique d'équipe, pour accompagner la transformation de formation au global, et pas individuellement des enseignants, parce que là c'est beaucoup trop de pression, c'est beaucoup trop de responsabilité pour l'enseignant, dans une réalité qui est déjà compliquée. Donc, On parle depuis tout à l'heure de la force du collectif. Ce collectif, il permet quoi? Il permet d'être beaucoup plus créatif, d'essayer plus de choses, d'aller plus loin, de mettre en œuvre cette intelligence collective. Et quand on est plusieurs, on n'a pas les coups de mou au même moment. Et d'être dans une équipe assez sécurisante, assez enveloppante, et quand je parle d'équipe, je parle de Humanité Design, mais aussi la partie campus qui a travaillé avec nous, parce que finalement tu dis on a profité des bureaux, mais vous faites partie du bureau aujourd'hui finalement. Vous êtes là, et quand vous êtes là, on est content de vous voir, et on peut s'autoriser dans le collectif à avoir des coups de mou parce que le reste de l'équipe est là pour relever le coup de mou, pour dire pose-toi, tu vas faire autre chose, nous on avance là-dessus, et c'est pour ça qu'on peut y arriver que si on travaille de façon collective, à mon sens. Il y a un mot complémentaire, on est dans l'accompagnement au changement, et c'est pas évident, c'est aussi quelque chose qui prend du temps. Il y a des hauts et des bas, y compris parfois entre nous, parce qu'on peut être confronté à une situation qu'on n'a pas vue, ou qu'on est à une phase de déni ou autre. Et donc par rapport à ça, c'est effectivement cette solidarité au sein de l'équipe. Parce qu'on ne fonctionne pas non plus de la même manière, hein. C'est-à-dire qu'on a eu, des doutes, on a eu aussi des convictions, on a eu des succès, mais pas forcément au même moment sur des sujets qui peuvent être différents. Donc c'est vraiment pour moi aussi arriver à identifier quelles sont les personnes relais, ressources, sur lesquelles on va aussi pouvoir diffuser et s'appuyer. C'est-à-dire qu'on est effectivement une équipe, mais seul on n'y arrivera pas, hein. Et je trouve que là, en la matière, en 3 ans, le chemin parcouru a été énorme. Au début, il fallait plutôt aller vers convaincre, alors que maintenant, avec aussi la phase d'expérimentation, ça nous permet de s'appuyer sur quelque chose. Et je pense que la démarche des autres personnes est différente. C'est-à-dire que je constate de plus en plus que les personnes commencent aussi à venir vers nous. Et c'est plus, voilà, on est sur un mouvement un peu itératif et non plus forcément de se dire il faut y aller, il faut convaincre. Je pense que les choses ont quand même réellement bougé. J'ai une autre curiosité. On vient tout à l'heure de parler de dynamique d'équipe, de collaboration, et ça ne m'échappe pas qu'on est en train de parler ici d'une collaboration, en fait, entre différentes parties de l'université et entre une institution comme le campus et l'université. Ce qui demande de développer les mêmes capacités de diplomatie, de savoir travailler avec d'autres ont été évoquées plusieurs fois. Et donc, je serais curieux aussi d'entendre ce que vous avez appris par rapport à la collaboration avec quelqu'un d'autre apporte toujours des connaissances par rapport à nous-mêmes et aussi des connaissances par rapport à l'autre. Et aussi, ça nous met face au défi de partager pour grandir ensemble. Donc ça m'intéresse, voilà, cet aspect d'être de 2 institutions différentes et pourtant de travailler pour un but commun. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce processus, pardon. Je reprends. Au début de la mission, moi je découvrais l'université. Ça a été un choc culturel pour moi parce que préalablement je travaillais dans le milieu des collectivités territoriales. Donc j'avais l'habitude de la conduite de projet, du pilotage, du management stratégique, etc. Et là j'arrive et je découvre un nouveau monde avec ses us, ses coutumes, un mode de fonctionnement hiérarchique qui est totalement différent. Et pour moi ça a été aussi une phase d'adaptation.
C'était une volonté pour moi de découvrir un nouveau territoire, un nouveau mode de fonctionnement, un enseignement supérieur, parce que je crois que je suis très curieux aussi par nature et j'ai envie, parce que j'aime aussi, je pense, le rapport humain. Et donc de cette découverte qui n'est pas évidente au début, mais qui est très très riche. Et je trouve qu'on a travaillé ensemble avec des personnalités différentes, des expériences différentes, des postes différents, et qu'on a toujours cherché à se compléter. Moi, j'ai appris énormément de choses, donc je me suis aussi éclaté dans ce que je faisais, parce que voilà, c'était entre des ingénieurs pédagogiques, des enseignants, du personnel administratif, des collègues qui travaillent à la sein de la direction formation. Voilà, c'est comment on s'élargit au fur et à mesure, comment on dialogue ensemble et comment on apprend mutuellement de nous. Et par rapport à ça, je pense que c'est aussi un enrichissement pour moi. Alors moi j'avais pareil, c'était un petit peu en décalage par rapport à l'expérience professionnelle que j'avais avant, du coup parce que j'étais enseignante-chercheur, donc le milieu de l'université je le connaissais bien, mais du coup j'étais à l'intérieur de l'université. Donc là pour moi il y avait un changement, le fait que je travaillais pour une structure que je connaissais bien, mais en étant du coup dans une structure extérieure. Et du coup aussi une structure qui, dans la collaboration, est au service d'eux. C'est-à-dire que le campus, on est au service de cette transformation, on est là pour accompagner et soutenir la transformation de l'université. Et je dirais qu'il y a eu ce double apprentissage, et je pense qu'on est toujours en apprentissage d'ailleurs là-dessus, et même pour le campus, un peu une réflexion méta sur cette formation. Et on est toujours en réflexion sur la posture en fait. Est-ce qu'on est formateur ou est-ce qu'on est accompagnateur? Et c'est pas exactement la même posture en fait, la façon dont on va interagir avec les équipes. Si on arrive voilà, pour faire une formation, on délivre un contenu, ou est-ce qu'on est là pour accompagner, que ce soit les équipes de direction, que ce soit les équipes d'enseignants, que ce soit les équipes d'ingénieurs pédagogiques, etc. Et du coup, moi je pense que ouais, l'expérience principale que j'en ai tirée, je dirais même pour le campus en fait tout entier, parce que c'est encore des discussions qui nous enrichissent beaucoup, c'est comment développer cette posture après avoir été des formateurs, des enseignants. Comment est-ce qu'aujourd'hui on développe une posture d'accompagnateur? Tu parlais de conduite du changement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à avoir cette posture ouais, de soutien et d'accompagnateur pour ce changement? Merci. Moi, s'il y a une chose que je retiens de ça d'un point de vue plus personnel, c'est que je suis toujours surpris par l'ambivalence d'un système comme l'université, enfin en tout cas comme celle que je connais bien, c'est-à-dire qu'à la fois une capacité étonnante à innover et avancer très vite à certains moments ou sur certains périmètres et à faire ça dans un contexte, où en proximité il peut y avoir aussi l'exact opposé, et tout ça cohabite, et finalement c'est aussi de cette cohabitation aussi que naît finalement la capacité du système à avancer et à trouver des solutions adaptées de manière assez fine. Parce qu'il y a finalement énormément de stimulation pour tous ces projets qu'on évoquait, qui sont à la fois des stimulations d'ordre positif ou négatif, mais en fait, c'est finalement chacune de ces stimulations-là est un petit moteur qui va amener à affiner un petit peu le modèle que l'on teste, que l'on met en place, et qui finalement donne à la fois une richesse et une vraie capacité à innover, à transformer. Et je pense que quand on regarde finalement ce qui est déjà en place, sur certains aspects, c'est réellement étonnant. Et je pense qu'on a le sentiment d'aller doucement. Enfin, on disait 3 ans, c'est un peu long. Enfin, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer, mais en réalité, il y a certains des projets qu'on a mis en place et qui sont sans doute ceux qui peuvent être aujourd'hui les plus emblématiques, ceux qui atteignent un volume un peu, qui commencent à être un peu conséquent. S'il y a 3 ans, il avait fallu se dire dans le détail qu'on en serait à faire ça, à rentrer dans une logique de fonctionnement aussi collective, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre nous auraient en réalité parié beaucoup. Et ça, moi, c'est vraiment ce qui me marque le plus dans cette aventure-là, c'est cette réelle capacité
à se transformer qu'ont en réalité nos structures, alors que par bien des aspects, on peut les penser assez figées ou assez statiques, ou en tout cas assez difficiles à faire avancer et bouger de manière systémique. Alors, voilà, je suis conscient que on est arrivé au temps des questions et d'ouvrir à la salle. Et j'espérais par cet échange que même des gens qui ne sont pas de Cergy ou du campus puissent comprendre un peu la nature du travail que ça demande. Donc j'aimerais continuer l'échange avec des éléments que vous avez saisis et que vous aimeriez apporter pour nourrir la conversation. Bonjour, merci à tous. Je suis Amandine, je travaille chez Humans Matter, une petite entreprise de design cognitif où on aide à développer la capacité d'agir. J'ai plein de questions, je vais essayer d'en poser une à la fois. L'équipe du campus de la transition, est-ce que vous avez d'abord formé l'équipe projet de CY University? Comment vous les avez engagés de façon un peu pratique? Alors, l'équipe projet, on parle du coup de l'équipe qui a piloté le projet, ou est-ce qu'on parle de l'équipe enseignante avec laquelle on a fait le projet pilote? Les deux, ok. Alors l'équipe projet, non, il n'y a pas eu de formation parce que du coup on était déjà avec une équipe projet assez convaincue, dont Véronique Balbouvenval qui, je pense, en sait déjà très largement sur le sujet, même si ça n'empêche pas de développer aussi des cycles de formation et créer une culture commune, mais en tout cas pour l'équipe restreinte, ça faisait aussi déjà partie de ton expérience professionnelle. Donc non. Pour l'équipe enseignante Humanité et Design, et là je vais revenir à ce que je disais où la pratique remet en question la théorie. Si on avait suivi la feuille de route, c'était pas compliqué, 4 étapes, rencontre, formation, changement de la maquette, dispense des enseignements. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et du coup, en fait, c'est ce qu'on a dit, on a été flexible, en fait, et on s'est adapté. Et du coup, quand on s'est rencontré avec Anne-Christine, l'équipe avait déjà ce questionnement et cette ambition de changer la maquette pédagogique pour toutes les raisons qui ont été évoquées avant. Et donc, il y avait cette opportunité de le faire avec des deadlines qu'il fallait rendre. Donc, on s'est adapté et ok, il y a l'opportunité de changer la maquette, on va rentrer dans le dur tout de suite, on va changer la maquette, on va vous accompagner pour ça, on va faire des ateliers et en fait la formation elle s'est faite sur le long cours et on a même utilisé le dispositif à disposition des étudiants, donc avec du contenu qui était délivré pour les étudiants, en disant aux enseignants, en fait, venez assister aux conférences qui sont données aux étudiants, mutualisons en fait, plutôt que de faire des choses. Et je dirais que la formation, finalement, elle s'est faite par le travail qu'on a fait ensemble, tous les échanges, les questions, tout ce qui se passe dans les bureaux, en fait, tout ce qui se passe en réunion de travail. Et les temps informels, ouais. Tous les temps où on a pu discuter, échanger, vraiment, ça a, à mon sens, participé à la formation aussi. Le fait, je reviens, que vous soyez dans le bureau. On est dans un bureau collectif où on peut se retrouver jusqu'à 15 et dans ce bureau, il se passe des choses qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne pourrait pas mettre en forme. Mais encore une fois, ce temps passé ensemble fait partie de la formation, d'échange, d'informations, de façon de faire et de pratique. Et je rajoute pareil sur les opportunités, pareil dans ces bureaux, à l'heure du déj, on discute, ok, c'est quoi tes sujets de recherche et c'est arrivé que certains enseignants ou enseignantes de l'équipe me disent moi je suis en train de développer un enseignement sur telle thématique, je suis sûre qu'il y a des liens à faire avec la transition, est-ce que tu as un petit peu de temps et donc par exemple ce qu'on explique dans le rapport, on a affiché en fait les jours où on était là pour que le lien se fasse plus facilement et du coup après on peut aller travailler en individuel avec l'enseignant et l'aider à construire son enseignement comme ça.
Bonjour, je me demandais concrètement la formation ça passe par quoi? Uniquement des échanges ou également des temps de formation à l'intégration de ces enjeux sociaux environnementaux? Pour les étudiants? Pour les personnels notamment. Enseignants, ouais. Les enseignants-chercheurs mais également les personnels administratifs et techniques. Alors moi je vais parler du coup pour les enseignants. Et ben en fait il y a plein de modalités différentes. C'est aussi ce qu'on met comme expérience acquise dans le rapport. C'est en fait il faut s'adapter. C'est ce que Cécile disait aussi dans le fait qu'on n'est pas amené à rentrer dans cette question tous de la même façon. Et donc il y a des gens qui vont avoir une appétence vraiment pour la formation, pour avoir des conférences, de l'apport de contenu. Il y a des gens, des enseignants où ça va être soit ils n'ont pas le temps, soit potentiellement ça va être effrayant, ou ils adhèrent pas forcément à cette façon de faire. Et donc on va plutôt mettre en place des ateliers et proposer des ateliers de travail en co-construction. Donc par exemple on a utilisé ce que disait mutualiser différents changements pédagogiques, par exemple l'approche par compétences. On peut faire un lien entre approche par compétences et transition. Donc ça peut être aussi une façon de rentrer dans ce sujet par un enseignant qui est intéressé par ces questions-là. Oui, voilà, en fait, il y a plein de modalités, que ce soit de la formation stricto sensu, on en propose, donc, par exemple avec des cycles de conférences ou des formations. On a les ingénieurs pédagogiques, par exemple, qui sont venus 2 jours en formation au campus de la transition, ou des ateliers de co-construction, des ateliers de sensibilisation, des événements. Je pense qu'il ne faut pas éviter aussi les moments un peu fun. Donc voilà, voir est-ce qu'on peut faire, ça on l'avait fait pour les étudiants, mais le rallye par exemple sur le territoire avec les ODD, ce type de choses. On parle de dispositifs pédagogiques différents, comme disait Bruno, de passer par le projet pour que nos étudiants fassent, et finalement on fait la même chose. On a mis en place un rallye dans le cadre du dispositif pour nos premières années, qui paraît un truc pas sérieux, mais finalement pendant ce rallye, ils ont avancé dans la découverte des objectifs de développement durable. Ils ont appris à collaborer parce que les épreuves du rallye ne pouvaient être faites que si elles étaient faites ensemble. On a différentes modalités et finalement on se l'applique à nous-mêmes. Et c'est pas forcément des temps ancrés. Mois de juillet, l'équipe Humanité Design va passer 3 jours au campus. Et c'est pas pour de la formation finalement. C'est du temps de travail, de co-construction. Et pendant ces temps de travail, on apprend différemment. Pour répondre sur le volet administratif, et la présidence a organisé un séminaire présidence-direction générale au tout début, il y a 3 ans. Donc l'équipe présidentielle et la direction générale, la réunion l'encadrement. Alors ça, c'est pas effectué par le campus parce que comme ils ont pu vous dire, on est un certain nombre d'experts dans l'administration du sujet et on a un DGA dédié. Et donc il y a un plan de formation, pour le coup formation, de l'ensemble de l'encadrement et de l'ensemble qui n'est pas terminé, de l'ensemble des agents. Et dans le cadre d'une feuille de route territoire 100% formé aux enjeux TES dont s'occupe l'université. Oui, bonjour. Emmanuelle Dechamps, moi je suis directrice d'une composante langues et études internationales, donc je découvre le projet ce soir parce que c'est vrai que votre travail pour l'instant s'est fait avec CYTech et que j'ai bien compris, enfin voilà, j'espère aussi, voilà, rassurez-moi sur le fait que ça va essaimer aux autres composantes de l'université qui ont, vous verrez quand même des problématiques, des dynamiques assez différentes de celles de CYTech. Donc c'était ma première question. Et ma deuxième, c'est plus par curiosité. Est-ce que CY, c'est la seule université, le seul établissement universitaire qu'accompagne le campus de la transition? Et sinon, qu'est-ce qui fait la spécificité d'un environnement ou le défi d'un environnement universitaire tel que vous l'avez appris à le connaître pendant ces années? D'accord, c'est moi.
Ok, alors pour la première question, oui, je vous rassure, en fait ce projet, l'idée c'était de partir avec, expérimenter sur une petite structure pour commencer à avoir un pilote expérimental et effectivement après pouvoir essaimer. Et comme l'a dit Hervé, on a énormément appris en 3 ans et aujourd'hui là, justement pour l'essaimage, on part pas du tout du même point de départ d'il y a 3 ans. Donc il y a quand même une montée en puissance. On a d'ailleurs, comme je disais, d'autres équipes, que ce soit à l'IUT, que ce soit à l'INSPE, Submeca, enfin voilà, on commence à être... Et donc il y a cette idée de le développer aussi à l'intérieur de l'université entre les composantes. Donc ça, je vous rassure, c'est un chantier en cours. Et donc pour la deuxième question, un partenariat structurant tel qu'est celui entre CY Université et le campus de la transition, c'est le seul que le campus a, et j'ai même envie de dire à l'échelle nationale, en tout cas de ce type-là, vraiment sur autant d'années avec cette feuille de route, il me semble que c'est la seule université qui s'est inscrite dans ce type de partenariat en France. Après le campus, on fait des formations auprès d'équipes enseignantes d'autres établissements d'enseignement supérieur, que ce soit des universités ou des écoles. Et donc là, ça va être des cycles de formation pour les directions ou pour les enseignants, ponctuels ou répétés, mais ça n'est pas un partenariat structuré comme est celui de Cergy sur le long terme, avec une multiplicité, puisqu'en fait on a les chantiers de transformation des maquettes, de formation des enseignants, de formation des personnels, d'accompagnement des directions. Enfin, c'est quelque chose d'assez large, en fait. De systémique, exactement. Peut-être juste pour compléter sur le différentiel qu'il peut y avoir entre les différentes composantes ou les différentes parties de l'établissement. Enfin, il y a des dynamiques qui ne sont pas les mêmes dans les différentes composantes. Il y a alors, suivant la nature des disciplines ou la nature des diplômes, les filières d'ingénieurs ont par nature une approche relativement transversale des problèmes. En tout cas, cette approche, elle est inclue depuis toujours. Enfin, elle fait partie de la formation d'ingénieur. Et la question de la transition, c'est aussi une question qui impacte directement le rôle des ingénieurs. Donc, ça permet aussi de rentrer dans une dynamique différente. On évoquait l'IUT tout à l'heure. Les IUT connaissent une mutation profonde avec le passage au but et puis l'approche par compétences qui s'impose aux équipes pédagogiques. Et que la question n'est pas de savoir s'il faut y aller ou pas. Et l'approche par compétences est aussi beaucoup plus facilitante pour basculer sur les sujets de transition. On l'a vu typiquement à l'Institut des sciences et techniques chez nous, qui là pour le coup n'a pas cette injonction extérieure, mais le projet que j'évoquais tout à l'heure, c'est un projet qui a d'abord été pensé dans une logique d'approche par compétences et dans une logique d'approche de pédagogie par projet. Il se trouve qu'assez naturellement, une partie des sujets traités sont allés sur le champ de la transition parce que c'est un sujet qui permet facilement la transversalité. Que l'un des enjeux de l'équipe, c'était de faire travailler ensemble les étudiants des 8 départements de la composante. Alors tous scientifiques, mais informaticiens, mathématiciens, génie civil, génie électrique, etc. Donc il y a des endroits où il y a des conditions qui facilitent le fait d'avancer rapidement. Il y a d'autres endroits, et les licences académiques par exemple que j'évoquais tout à l'heure, sont des endroits où on n'a pas ces injonctions extérieures et où on a moins aussi ces traditions de pédagogie différenciée, d'approche par projet. Et donc forcément ça prend aussi un peu plus de temps. Il est aussi évident que chacune de ces disciplines, chacune de ces composantes a des spécificités propres. Il y a des cultures, il y a une culture universitaire, mais il y a aussi des cultures disciplinaires et qu'il est impératif de les intégrer dans la manière d'avancer. L'écoute dont on parlait tout à l'heure, elle est aussi là pour ça. Enfin, on ne fera jamais contre et on n'imposera pas le modèle de l'un ou l'autre. Ça ne fonctionnera jamais. Il faut que chacun s'approprie les modèles existants, les transforme et les amène vers ce dont il a besoin. Voilà, d'où les différences, le différentiel dans l'avancement. Mais il y a vraiment, on sent vraiment une préoccupation commune par contre, et il y a une vraie interrogation de l'ensemble des collègues sur ces dynamiques-là et une vraie envie d'y aller. Enfin, je pense que la question des enjeux de la formation et de la responsabilité des établissements vis-à-vis de la transition, aujourd'hui, c'est pas quelque chose
faut démontrer. Enfin, je pense que chacun en a conscience. La question, c'est plutôt comment et est-ce qu'on en est capable. Enfin, comme pour vraiment un problème de conviction sur la méthode plus que sur la trajectoire. Juste une petite question, François Duport de CCI France. Est-ce que l'expérimentation de 3 ans a débordé du cadre? C'est-à-dire, est-ce que ça a eu un impact au-delà de l'université, sur le territoire ou sur d'autres acteurs de proximité, puisque vous parliez de systémique à plusieurs reprises, c'est-à-dire que vous ne savez pas ce qui va se passer. Et est-ce qu'il y a eu quelque chose à l'extérieur du cadre ou est-ce que c'est pour le moment un signal faible par rapport à ce qui a été fait dans le cadre de l'université? Il y a eu débordement. On a commencé le projet pour les premières années et puis fort de ce qu'on avait fait pour les premières années, on a fait une suite pour les deuxièmes années. Et là, on travaille avec le territoire, on travaille avec la communauté d'agglo, avec la ville de Cergy. Et on étend de plus en plus à l'extérieur pour, effectivement, parce qu'on parle de systémie, on ne peut pas rester entre nous. On doit envoyer nos étudiants sur le terrain, ils doivent être confrontés à des vraies problématiques. Et certains des projets traités par nos pré-Ing 2, donc deuxième année de cycle pré-ingénieur l'année dernière, ont intéressé la ville qui a demandé à rencontrer les étudiants pour qu'ils puissent rencontrer les services techniques. Donc oui, ça déborde. Alors je vais peut-être compléter, effectivement ça déborde parce que, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos liminaire d'introduction, c'est que finalement on avait un temps d'avance sur l'ensemble des universités et aujourd'hui tout le monde est enfin on a EcoCampus, on a l'ensemble des ateliers où effectivement Véronique était présent au niveau du ministère, finalement on est devenu une référence. Et donc finalement, notre expérimentation devient clairement un modèle pour l'ensemble des universités. Et en l'occurrence, donc dans le livre blanc là, après EcoCampus, on a effectivement fortement influencé les conclusions et le vade-mecum du bon chemin à parcourir pour atteindre l'objectif qu'on poursuit tous. Et alors évidemment c'est très satisfaisant et une nouvelle fois ça montre à quel point l'initiative de cette coopération était pertinente, mais ça renvoie aussi à une réalité, c'est que être précurseur, c'est une responsabilité. Comme dirait Hervé tout à l'heure, on apprend en avançant. Mais c'est aussi, finalement, avoir une lourde responsabilité. Parce que l'injonction ministérielle a fini par arriver et finalement, la temporalité, bon, est un petit peu moins rapide que prévu. Bon, c'est 2025 et pas 2024. Mais on est bien... Déjà, nous, à 3 ans de travail, et on a fait CIWITech. Voilà. Donc, clairement, c'est une vraie responsabilité. Et là, on est en plein dans la transition, on est dans la responsabilité sociale. On joue notre rôle, voilà, d'université de la transition, et on est effectivement efficace parce que l'expérimentation qu'on a menée, alors évidemment, c'est comme toute expérimentation, le retour d'expérience, on améliore au fur et à mesure les dispositifs, mais ça permet finalement aux autres universités de gagner du temps par rapport à un échéancier qui est extrêmement exigeant de la part de notre tutelle. Sachant que nous, on a le coup d'entrée, parce que ce qu'on ne vous a pas dit là, et on vous doit toute honnêteté, c'est que la convention de 3 ans, normalement, c'était première année CIWITech, deuxième année CIWI et troisième année CIWI Alliance, c'est-à-dire la responsabilité d'animation de la politique de site de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Et vous voyez bien, comme on vient de vous le dire, qu'on a fait CIWITech, donc on a un petit coup d'entrée quand même d'avancer sur le modèle, quoi. Peut-être pour compléter également, en complément, parce que là on a beaucoup abordé la question et c'est normal, c'est l'objet de la formation, mais à l'université on s'est doté d'une feuille de route
avec 3 axes. Donc le premier académique avec tout le volet formation et recherche qu'on évoque ce soir. Le deuxième qui est le fonctionnel, donc le fonctionnement et l'organisation de l'université. Le troisième territorial. Et je fais le lien avec l'intervention et la question précédente parce qu'effectivement dans la dimension territoriale, il y a une feuille de route là aussi qui a été signée entre l'université, le département et l'agglomération, et on voit bien que le développement, par exemple l'approche aussi par la pédagogie, nécessite qu'il y ait des liens avec des sujets, et donc il y a un dialogue qui est quasi constant avec nos partenaires territoriaux, et je pense notamment à la ville, à l'agglomération. Et je pense qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un échange entre les services de l'université, les composantes probablement, et les différents services des autres collectivités territoriales. Et je peux rajouter une dernière petite chose aussi en termes de retour. Il y a effectivement les projets qui sont proposés aux étudiants dans le cadre de la maquette avec HED, où là, pareil, il y a eu une différence entre la première année d'expérimentation et la deuxième. Et un des changements qu'on a fait, c'était que la première année, les étudiants choisissaient leur projet. Bon, on a compris que ce n'était pas forcément une bonne idée, donc on a révisé ça, et la deuxième année, donc cette année, l'expérimentation, tous les projets qu'ils ont, c'est des projets qui sont appliqués au territoire de Cergy. Donc ils travaillent vraiment sur le territoire, ils vont chercher l'information sur le territoire. Donc en fait, on incite les étudiants à sortir des murs. Et la même chose a été faite puisque on est resté sur le périmètre CYTech première et deuxième année. Troisième année, cette année, on est passé sur CYU, donc il y a eu plusieurs actions, dont notamment une UE libre qui a été proposée à l'ensemble des étudiants de L1 et L2. Et dans cette UE libre, il y avait l'intervention de plusieurs acteurs du territoire, que ce soit des associations, que ce soit fonctions territoriales, que ce soit des entreprises. Il y avait aussi cette idée de venir laisser l'espace à des témoignages de la part d'acteurs du territoire, à la fois pour que les étudiants aient des formats pédagogiques différents de ce qu'ils ont l'habitude, et aussi pour qu'ils puissent voir ce qui se fait en fait sur leur territoire et des modalités aussi d'action dans la transition différentes. Donc on avait des personnes engagées dans des associations, on avait des juristes qui travaillaient dans le droit de l'environnement, enfin voilà. Il y avait aussi cette idée de faire rentrer le territoire dans l'université par le biais de ces courts témoignages en fait. Il y a le monsieur, et je me rends compte aussi que ce serait bien peut-être de prendre quelques questions et de les faire donc d'affilée. Voilà, il y a le monsieur là-bas, et après il y a 2 questions là. Voilà. D'accord. Bonjour à tous. Alors moi je viens de Paris 13, donc je suis votre voisin. Et j'aimerais bien que ça bouge autant chez nous que chez vous. Donc malheureusement, je ne suis pas aussi optimiste que ce que vous disiez. Hein. On n'est pas tous conscients qu'il faut faire la transition. On est conscient qu'il faut mettre du verre sur les murs, mais pas plus que ça. Et notamment l'injonction ministérielle 2025. Il y a beaucoup de mes collègues qui rechignent et qui sont très embêtés de cette chose qui vient les embêter. Donc ça ne va pas forcément aussi vite qu'on voudrait partout. C'était une petite remarque. Et la question qui me vient, c'est et les étudiants. J'ai beaucoup entendu dire que lorsque les profs font des choses super, les étudiants n'aiment pas ça. Et donc ma question, qu'en est-il ici? Là, vous faites des choses qui semblent vraiment fantastiques, j'en suis à peu près convaincu. Comment ils réagissent? Comment ils vivent leur éco-anxiété? En ont-ils? Est-ce que c'est mieux, moins bien, etc. Voilà. Les étudiants dans l'histoire. Voilà. Merci. On peut écouter aussi les 2 autres questions. C'est la même question ou c'est 2 questions différentes? Non. Ok. Oui, bonsoir. Alors moi, je parle depuis le ministère de l'écologie. Donc une question un tout petit peu institutionnelle. Quand je lis le rapport, je vois quand même, par rapport à ce que dit le président, je vois quand même beaucoup d'insistance sur la lourdeur, la pesanteur, le jeu des composantes. Tout ça demande une énergie absolument phénoménale, avec un risque d'épuisement de ce type de process. Et donc, moi, je me demande quand même, alors je ne pose pas la question au président, plutôt au campus de la transition, parce que sinon, ça sera la réponse, je la connaîtrai. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas quand même une question sur ces superstructures universitaires qu'on a construites? En gros, pour le dire plus simplement, est-ce que Small ne serait pas plus beautiful pour faire la transition et pour engager la transition? La 3e question. Waouh! Isabelle Joly de Schema Business School, donc une école de management. Je vous écoute, je me dis 3 ans, alors, je travaillais en université avant, je vois bien le temps universitaire. On est
qu'est-ce que vous allez faire pour accélérer? Parce que Madame a parlé du fait que en 3 ans, vous aviez un super plan, puis vous n'avez fait, entre guillemets, que CYTech, avec une formation en immersion, etc. Mais on a quand même 2025 qui nous pend au nez, et on doit tout accélérer. Donc je suis très curieuse de savoir comment, très concrètement, on accélère le truc. Parce que nous, il faut qu'on y aille très vite, on n'a pas le luxe des 3 ans. Merci. C'est 3 questions importantes. Donc, moi, je veux bien répondre sur le small is beautiful. Je crois qu'au contraire, c'est justement parce qu'on n'est pas... Enfin, l'université, par tradition, c'est quand même des entités qui sont assez disjointes et assez autonomes les unes des autres. Enfin, une composante est assez peu influencée par... Ce qui nous cadre et ce qui nous rapproche, c'est le cadre national des diplômes. En tout cas, pour les diplômes universitaires, enfin, licence, master, ça reste quand même relativement light. Ce qui nous permet de bouger peut-être plus vite, c'est justement parce qu'on arrive petit à petit à ce que l'établissement incarne cette évolution-là et la porte. Alors, il y a des conditions aussi à ça, enfin, qui sont notamment un certain nombre de moyens qui viennent des différents PIA qu'on a à notre disposition, qui peuvent, qu'on organise aussi de manière à servir cet objectif commun. Enfin, on a des financements sur la pédagogie, sur différents aspects, sur la professionnalisation, enfin, on a différents enjeux à ce niveau-là, et en alignant tout ça, on arrive justement à proposer aux composantes des moyens complémentaires et à créer cette dynamique-là. Après, il y a aussi un enjeu qui est un enjeu sociétal, enfin, et on est universitaire, mais on est aussi parents, etc. Enfin, et on est tous, nos collègues sont tous sensibles à ces enjeux-là, donc on sent aussi cette espèce de pression de notre environnement qui fait qu'on a aussi envie de contribuer et que peut-être pour la première fois, chacun prend conscience que tout ne se jouera pas dans la dimension académique et dans la dimension disciplinaire et qu'il faut justement faire système. Donc moi, je ne vois pas du tout le côté mastodonte, comme je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus qui, comme nécessairement quelque chose qui est un problème. Bien sûr, ça induit certaines lourdeurs, mais c'est aussi ce qui permet d'avancer, de partager des expériences qui sinon seraient dans des petits établissements très différents. Et je crois que la lourdeur, il y a surtout un peu intrinsèquement ce que sont les enseignants-chercheurs et les universitaires. Enfin, il y a aussi une autonomie, c'est ça qui fait qu'à certains moments, les choses peuvent être un peu lentes. C'est qu'il faut vraiment que chacun se convainque et il faut laisser une place à chacun pour contribuer. Je laisse peut-être d'autres répondre sur les étudiants je veux bien dire un petit quelque chose. Voilà, et le temps. Attends, moi je veux bien juste sur la même question. Okay, et après je fais les étudiants avant. Ouais, sur la même question. En soi, c'est une très très bonne question. Et je pense que c'est une question qui nous occupe pas mal, en fait, notamment quand on est en comité stratégique. Donc, dans le rapport, on explique les différents niveaux. Donc, on a un comité technique et opérationnel, on a un comité de pilotage plutôt au niveau de la vision. Et donc, on a cet échelon stratégique qui fait ce lien. Et c'est effectivement toute cette complexité, on revient à la question d'ouverture avec le point d'équilibre entre des objectifs ambitieux et des objectifs qui sont ceux qu'on doit avoir de pouvoir former l'ensemble des étudiants, former l'ensemble des enseignants, donc d'avoir quelque chose de masse, avec effectivement une urgence qui nous inquiète. Et finalement aussi un retour d'expérience là des 3 ans, de si on arrive avec quelque chose de masse, de standardisé et de générique de manière plombée, ça ne marche pas. Ça prendra pas. Et donc la question, c'est trouver. Je suis assez d'accord avec Bruno sur le fait que c'est pas tant la remise en question de la structure massive qui serait problématique, mais c'est quelle stratégie on va choisir d'adopter. Et je dirais que là, on est vraiment au regard de l'expérience de 3 ans, où c'est vrai qu'on a voulu se dire, dans cette urgence, on veut former 100% des enseignants, on veut avancer et donc proposer des solutions un peu panacées. Finalement, on se laisse aussi un peu un double jeu entre quelque chose qui est
piloté avec une vision à long terme, comment dire, parce qu'il faut fédérer aussi cette envie de culture commune, et la possibilité d'avoir et de valoriser, je reviens un petit peu sur ce que Bruno disait, le fait de légitimer et valoriser des initiatives et des choses qui existent. Et je pense que là, l'enjeu, ça va vraiment être à réussir à trouver le point d'équilibre entre valoriser toutes ces petites initiatives qui vont être les forces motrices, sans pour autant s'y perdre, parce qu'il faut garder la vision sur l'ensemble de ces initiatives. Voilà, là, ça va être vraiment l'enjeu de trouver ce point d'équilibre, parce qu'au bout d'un moment, à long terme, en fait, ces initiatives, elles vont faire corps, et du coup, là, on atteindra notre objectif de masse. Donc, je dirais que oui, c'est compliqué, des institutions aussi grandes, mais ce n'est pas forcément bloquant. C'est comment stratégiquement on va réussir, et je dirais c'est peut-être pas partir tête baissée dans la masse en premier, mais avoir quelque chose par petites touches qui fera corps. On a notre dernière intervention sur les étudiants. Ce qu'en pensent les étudiants, oui. C'est la deuxième année. Ah, pardon. Juste sur cette question gros ou petit, est-ce que c'est plus facile quand on est plus petit, plus agile de bouger? Peut-être, mais il me semble que au-delà de ce que peuvent faire les universités prises séparément, il y a aussi ces enjeux structurels de contraintes, par exemple pour des enseignants-chercheurs qui sont évalués, par exemple en fonction des colloques auxquels ils vont, en principe à l'autre bout de la planète, plusieurs fois par an. Et enfin, je prends cet exemple-là parce qu'il est assez emblématique de la manière dont certains se disent non, moi je ne vais pas jouer ce jeu-là, mais au risque de pénaliser sa carrière. Et donc là, il y a aussi, avec les ministères et un niveau plus large que chaque université, une réflexion sur les classements, les modes d'évaluation et bien d'autres choses dont je pense les uns et les autres là, dans cette salle ont une expérience. Et puis il y a un truc qu'on a oublié de vous dire quand même, c'est que là on vous présente la dimension avec les enseignants, mais pour de vrai on allume un feu de forêt, c'est-à-dire que il y a l'administration qui enfin si on ne demande que les efforts aux enseignants, ça fonctionne pas. Nous ils sont dans un écosystème où il y a toutes les dimensions qui sont mobilisées. Il y a l'administration qui est à fond avec des chartes d'achat, des budgets verts, des trucs, enfin tout un tas de choses, je vais pas le lister. Il y a la recherche qui est mobilisé dessus. On a un schéma directeur dans toutes les dimensions et on a une feuille de route de transition dont territoire 100% formé, c'est-à-dire et les élus des communautés et les entreprises, etc., avec les collectivités. Donc ils sont pris dans un bain. Donc du coup, il y a une dynamique globale qui petit à petit, à force de juxtaposer cette dynamique globale qui emporte les choses. Si on faisait porter la charge de preuve que sur les enseignants sans avoir donné l'exemple autour et sans être pris dans la dynamique globale, et ça marcherait encore moins bien, quoi. J'avais mal compris, je pensais qu'on avait terminé, on a presque terminé le temps, mais on a le dernier... Le retour des étudiants. Ah non, il y avait encore... avant, juste pour finir sur ce... on n'est pas face à des étudiants complètement et tous éco-anxieux, tous militants. On a des étudiants qui sont effectivement éco-anxieux et qui découvrent un moyen d'agir. On a des étudiants qui se questionnent, pour qui tout ça c'est pas bien clair. Certains nous disent ah oui c'est le dernier sujet à la mode. Enfin voilà, donc on a un public extrêmement hétéroclite. On a ceux qui sont venus faire des maths, de l'info, de la chimie, du génie civil et absolument pas tout ce qui ne va pas être tout ça. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça donne à la fin? C'est notre deuxième année d'expérimentation, donc nos premières années de l'année dernière sont en deuxième année. À partir de la semaine prochaine, on ouvre le bal des soutenances de projets. Ce qu'on a pu observer cette année avec les deuxièmes années, c'est une implication extrêmement forte, bien plus forte que les deuxièmes années de l'année dernière qui n'avaient pas eu ces projets-là. Des idées complètement dingues qui sortent de création de solutions qui va être leur métier de plus tard finalement, de questionnement du terrain, d'être allé dehors, de ne pas sortir une solution du chapeau mais vraiment quelque chose d'adapté. Et l'engagement qu'on voit de nos étudiants qui ont en deuxième année, on n'est plus sur du tutorat, c'est du mentorat, donc nous on est là, on les attend, ils viennent ou ils viennent pas. Les séances de mentorat sont pleines systématiquement et nos étudiants ils sont
en action. Et je pense que s'ils n'avaient pas envie, on le voit sur d'autres cours, hein, s'ils n'avaient pas envie de se mettre en action, ils feraient un truc à minima. Et ils ne nous font pas des trucs à minima. C'est le seul feedback que je puisse vous donner pour l'instant. Je suis conscient qu'on a débordé. Donc vous me mettez en difficulté, madame. Donc on reste quand même après, et c'est parce que vous ouvrez une grosse boîte, c'est ça. Donc je vous remercie, Bruno, Roxane, Hervé et Anne-Christine, et je vous remercie à vous tous et toutes pour avoir participé à la table ronde, et je laisse la suite. Merci à vous toutes et toutes. Et donc pour conclure, je vais laisser le micro à Véronique Balbo-Bonneval et Christian Koenig pour un mot de conclusion. C'est moi qui commence, c'est ça? Tu commences? On va se mettre. Bon, alors, nous avons une tâche qui est un peu difficile parce que on est un dessert léger, il y a eu une entrée délicieuse, un plat de résistance absolument costaud, et en plus il y a un vrai dessert qui vous attend après. Donc il faut être très bref. En fait, moi je suis frappé par plusieurs choses. Quand on a discuté avec Véronique en arrivant tout à l'heure, on parlait au fond d'une très grande lourdeur de tout ce qu'on essaye de faire, pas simplement en France, et pas simplement dans le monde universitaire, mais on a l'impression que les choses bougent peu ou pas assez rapidement. Et puis, après avoir écouté cette table ronde, moi je repars avec plein d'espoir. Je repars avec plein d'espoir parce que, à la fois on a vu, et Anne-Christine vient de le rappeler, ça marche. C'est long et ça marche. Donc il faut continuer. Nous sommes engagés sur des changements qui sont importants, mais ça marche. Donc il faut vraiment y aller. Donc c'est vraiment un message d'espoir très très important pour nous donner de l'énergie. La deuxième chose, c'est que c'est très difficile. En fait, on vit dans un système où il y a en permanence plein de contradictions, plein de tensions, des tensions entre l'urgence et l'inertie, les tensions qu'on a rappelées plusieurs fois, entre le fait que beaucoup de ces changements auxquels nous aspirons requièrent une approche transdisciplinaire avec toutes les difficultés qui sont liées au fait que les juristes doivent être formés par le droit, les chimistes par la chimie, etc. Et les profs sont évalués sur des critères souvent très, très étroits. Donc ça, c'est une vraie tension. La tension entre la volonté de changer la masse et de commencer petit, donc à niveau expérimental, ça, ce sont des vraies difficultés. Il faut savoir qu'elles existent et donc l'espoir de nous dire que ces difficultés doivent pouvoir être surmontées. Je retiens moi aussi 4 choses qui sont intéressantes en termes de levier d'action. Alors, il y en a qui sont bien connus. Il y a le fait que même si des initiatives peuvent venir soit des profs, soit des étudiants, rien au bout du compte va prendre corps au niveau d'un établissement, d'une université comme d'une grande école, s'il n'y a pas un engagement au plus haut niveau à un moment donné. Et que cet engagement, il va donner le sens, comme disait Bruno tout à l'heure, il peut s'appuyer sur un cadre comme ce que propose le campus de la transition. Il y a un moment aussi où ce sens va donner aussi le courage, la résistance, le soutien qui sera donné aux équipes. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel. Quand est-ce que ça se produit ? Peu importe, mais à un moment donné, cet engagement doit exister et il doit être manifesté de manière très très claire. La manifestation, encore une fois, elle se fait sous forme de soutien. Deuxième point qui est assez bien connu aussi, parce qu'on en a parlé souvent, c'est la question d'une organisation. Il y a bien un moment donné aussi où les initiatives individuelles doivent être portées, collectivisées d'une certaine manière, partagées à travers une organisation dédiée qui va porter ça. Et on l'a vu dans le cas de ce que nous avons discuté cet après-midi, le fait que l'organisation, elle avait évolué, elle s'était étoffée, elle s'était enrichie, elle s'était élargie à plein à la fois non seulement de personnel ou de composantes au sens administratif du terme de l'organisation, mais à différentes composantes de l'université. Donc cet aspect organisationnel est tout à fait essentiel avec ces différents étages qui se sont constitués pour traiter les bons problèmes. Mais je vois aussi 2 choses qui sont moins souvent discutées, c'est que
c'est difficile, mais ce qui est intéressant, c'est que la difficulté a permis d'innover ou de trouver des solutions qu'on n'aurait peut-être pas envisagées. Les difficultés, c'est que l'équipe dont je parle ne se connaissait pas. Beaucoup de gens, Hervé était nouveau dans le monde de l'enseignement supérieur. Et c'est peut-être ça aussi qui a rendu les choses possibles. Le fait qu'il fallait apprendre à se connaître et que ce n'était pas entre des gens qui avaient un système de communication qui était convenu. Le fait qu'on commençait avec une situation compliquée d'une relativement petite école, grande école, mais petite par le champ et par sa taille, et qui intégrait une grande université publique. Et ça, c'était compliqué. Mais en même temps, c'était l'opportunité de faire vraiment quelque chose de tout à fait nouveau et transformant. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est l'idée qu'on trouve comment la difficulté peut être une source de progrès, comment on trouve les interstices pour naviguer. Et je pense que dans le travail que ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie veulent faire maintenant, il y a une réflexion nécessaire sur trouver le bon interstice, le bon point d'accroche qui va permettre d'avancer. Puis le dernier point, ça me permet de donner aussi un coup de chapeau à cette équipe, c'est que je pense qu'il n'y a pas simplement une organisation, il y a aussi des talents et des personnes qui sont dedans. Donc pour que ça marche, il faut identifier les personnes qui vont avoir des épaules assez solides, parce qu'il faut faire face aux critiques, au cynisme, au fait que l'expérimentation ne marche pas toujours, donc il y aura toujours des collègues qui vont dire que je vous l'avais bien dit, ça ne marcherait jamais, etc. Donc il faut les encouragements, mais il faut aussi des gens qui ont la ténacité, le sens de l'écoute, le goût de l'expérimentation, mais la capacité à évaluer les expériences, parce que sinon l'expérimentation devient un jeu qui ne produit rien. Donc je ne vais pas longuement développer ça, mais en tout cas, si vous voulez lancer là-dedans, au moins retenez qu'il y a cette nécessité d'un engagement au plus haut niveau, d'une organisation, de trouver le point d'accroche et de passer du temps à identifier les bons talents, ce qui encore une fois me permet de rendre un grand coup de chapeau à l'équipe qui a mené et qui continue de mener tout ce projet. Merci à cette équipe. Bon, je vais faire 1 minute. 3 points. Je pense que le plus important, c'est d'être clair sur la réalité de l'enjeu, parce que tout le monde croit connaître les enjeux de la transition, et ce n'est pas vrai. Donc je pense que le plus important, c'est d'être clair de lever l'ambiguïté sur la réalité de la situation dans laquelle on est. C'est l'effondrement du vivant qui va nous ramener, là on envoie les prémices dès 2030 à des pénuries d'eau, d'alimentation, tous les trucs qu'on croyait d'être sortis depuis le Moyen-Âge, moins de disponibilité des minéraux, etc. Et que le climat n'est pas à l'origine de tout ça, mais qu'il ne fait que rajouter une difficulté à la régénérescence du vivant. Et ça, il n'y a quasiment personne qui le sait. Il faut être clair sur le fait que l'échelle du choc de sobriété que nécessite cette réalité nécessite un changement de modèle, et que ce n'est pas juste changer des infrastructures, etc., et que ça nécessite de faire différemment tout ce que l'on fait déjà. Et que ça, ce que je viens de dire, ce n'est pas une opinion politique, en rien, c'est juste un consensus de l'ensemble de la communauté internationale dans tous les rapports possibles et inimaginables, quelle que soit leur discipline. Donc le plus important, me semble-t-il, c'est d'être clair sur la réalité de la situation et de former les formateurs et de ne pas se laisser avoir par le fait que tout le monde dit qu'il connaît les enjeux. Ce n'est pas vrai. Donc la formation de formateurs me semble déjà la chose la plus importante. La seconde chose, c'est qu'il faut une nécessité absolue du portage politique indéfectible. Et ça, vraiment, c'est pas possible autrement. Et une constance, et une continuité. On a eu un truc exceptionnel, on a une continuité entre 2 présidences. Enfin, voilà. C'est vraiment indispensable, sinon il ne se passe rien. La troisième chose, tu l'as dit, c'est une administration mobilisée. Nous, on a DGS, un DGA dédié, on a refait l'organigramme, il y a des process, etc., etc. Voilà. Et le plus difficile, troisième élément, le plus difficile, en tous les cas pour moi, mais pour beaucoup, c'est une fois qu'on est conscientisé, pour ceux qui sont conscientisés et qui s'y collent, c'est de supporter d'aller au rythme de la communauté. Parce que quand on avance tout seul, ça voilà, on va vite, quand on avance en groupe, on va loin, et ne pas se laisser tirer vers le bas. Aller au rythme de la communauté ne veut pas dire se laisser tirer vers le bas, c'est-à-dire oui, on franchit petit à petit, mais ne pas oublier qu'on vise la Lune. On vise la Lune, et c'est pas parce qu'on a franchi qu'il ne faut pas continuer à viser la Lune. Ça me paraît essentiel
même si de ne pas se satisfaire de là où on en est, parce que ça demande tellement d'énergie qu'on est content, mais de continuer à être ambitieux, étant donné l'enjeu qu'on a dit tout à l'heure. Et puis sinon, il faut du plaisir, hein, une équipe, de l'aventure, etc. Et mixer les leaders insupportables et intraitables avec les médiateurs, merci Hervé, merci. Et enfin, une note d'optimisme, je veux vraiment finir sur une note d'optimisme. À titre personnel, je forme dans des instances. Je n'ai jamais vu des personnes qui ont été formées à la réalité des enjeux, qui ne se sont pas transformées et qui ne s'y sont pas collées de façon absolument extraordinaire en changeant leur pratique professionnelle, individuelle, etc. Donc ça, c'est vraiment la note d'optimisme. Et si on réussit à former à la réalité des enjeux, pas un ne manquera. Et donc, voilà, c'est notre... Merci. Vous connaissez la suite. Je crois que du coup, j'ai rien à rajouter. Ça vous attend. Merci beaucoup encore pour votre présence. Et je vous invite à rester encore un petit peu, à poursuivre ces échanges au cocktail.